Quand je dis la reprise, je parle la reprise médiatique, la reprise politique, puisque vous savez, les rédactions sont quasiment à l'arrêt, ou en tout cas, plus grand-chose de très très actif pendant l'été. Et puis sur la fin de l'été, il y a les universités d'été, par exemple les universités d'été des LFI qui étaient en cours à Valence, je crois, les amphis. Et puis, et donc le personnel politique reprend un peu du service. Là, le 23 septembre a été annoncé le dépôt d'une motion de censure. François Bayrou a annoncé qu'il allait faire une conférence de presse demain pour cette histoire de blocage. Et puis le 10 septembre. Le 10 septembre. Donc on va parler un peu de tout ça parce que tout le monde est en train de se redire, bon allez, bon. Et il se trouve que moi j'ai fait mes devoirs. Je sais pas si vous avez fait vos devoirs. Mais moi je me suis tapé les 1 heure d'entretien de Jean-Luc Mélenchon avec BFM TV hier. Voilà. Pour quand même avoir un avis de ce que va être la rentrée politique de la gauche. Oui, j'allais dire la gauche radicale, mais même pas tellement. Enfin, de la gauche de manière générale. Parce que même si ce que dit Mélenchon n'engage pas que lui, et même s'il y a d'autres forces dans le NFP, malgré tout, de toute façon, ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas va en dire, je pense, long sur les configurations électorales ou non des municipales, et puis sur comment elles se comparent pour les présidentielles, parce que malgré tout, ça a été un enjeu. Alors, je vais vous faire un résumé un peu de tête de ce qui a été dit. On va parler du 10 septembre, évidemment, puisque j'ai écouté aussi... Alors, je ne sais plus comment, je sais plus c'est lequel, espèce de chauve nazi du RN, là, sur BFM aussi, parlait du 10 septembre. Il a une gueule de con, ça vous aide pas, hein. Ça vous aide vraiment, vraiment pas. Je sais plus comment il s'appelle. Attends, c'est pas Odoul? Non, c'est pas Odoul. C'est pas Odoul, c'est pas Ciotti. Ah là là, c'est un mec, il est fan de la police. Ah, ça vous aide pas. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Vallet? Ah, peut-être bien. Oui, Mathieu Vallet. Ah, j'ai écouté Mathieu Vallet. Oh là là, lui, il en tient une couche. Il tient une sacrée couche, lui. Hein. Donc, voilà ce que je fais pendant mes rendus. Je lance des rendus, et puis pendant mes rendus, je vais regarder BFM. Et en ce moment, c'est actif BFM, hein, ça bouge. Donc Jean-Luc Mélenchon, hier, a eu un entretien spécial, un dispositif tout à fait spécial de 19 à 20 heures, pendant lesquels il a parlé un peu de plein de trucs de politique, interrogé par BFM. Qu'est-ce que je retiens? Il y a un peu 3 grands axes, on va dire. Il y a un premier axe, c'est le 10 septembre, dont on va parler tout d'abord. Il y a un deuxième axe qui a été présidentiel, union de la gauche ou pas. Et puis un troisième axe qui a été Palestine-Russie. Alors sur le premier axe, sur le 10 septembre, je trouve que Mélenchon est plutôt très bon, très honnêtement. Alors bien sûr, il a son narratif qui est un narratif qui est pas toujours très honnête sur pas mal de choses, en disant que la France insoumise a toujours voulu accompagner les mouvements, jamais les noyauter, toujours les rejoindre pour les aider et jamais pour s'y substituer. Et bon, très honnêtement, c'est faux. Jean-Luc Mélenchon a par exemple très clairement essayé de pré-shot à l'époque de la réforme des retraites, et la CGT lui avait tapé sur les doigts. Et d'ailleurs, dans ses relations avec les syndicats, il y a toujours un peu un truc compliqué, parce que par exemple, le présentateur, là, l'intervieweur, lui demande, c'est le boss, je crois, lui demande si en fait il n'y a pas une tentative de récupération de la part de la France insoumise. Moi je pense que oui, clairement. Mais c'est pas grave, moi je pense qu'il faut récupérer. Donc voilà, je pense qu'on peut rester à distance. Il faut récupérer, mais il ne faut pas être seul à récupérer. Il faut que tout le monde veuille récupérer. C'est toujours compliqué, on en a parlé plusieurs fois. T'arrives trop tard, on te dit t'arrives trop tard. T'arrives trop tôt, on te dit t'arrives trop tôt. Sauf qu'il n'y a pas de bon moment pour arriver. Donc au bout d'un moment, il vaut mieux arriver trop tôt que trop tard. Moi je pense malgré tout que là-dessus la France insoumise a eu raison. Donc c'est pas vraiment la question. Par contre, quand on lui dit oui, bah Tondelier soutient, mais Tondelier a dit qu'ils allaient plutôt se mettre en retrait, les Verts, et qu'ils allaient plutôt
essayer de soutenir surtout les initiatives citoyennes et syndicales à distance, ou en tout cas dans le respect de ce qu'eux veulent. Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu s'empêcher de traiter les écolos de mou, quoi. Il a eu quelques paroles un peu... sur le moment, il s'est pas contrôlé, je pense, un peu à un moment à l'emporte-pièce sur Marine Tondelier. Il y en a eu beaucoup sur Olivier Faure et sur le PS tout au long de l'entretien, d'ailleurs. Je vais pas y revenir non plus pendant 15 ans de ça, mais bon. Globalement, par contre, on est venu le chercher sur mais le 10 septembre, quand même, vous appelez à la sédition. Moi, j'ai trouvé même Jean-Luc Mélenchon un peu mou, parce que il a fait un appel à la grève générale, auquel je souscris tout à fait, je suis absolument d'accord. Mais il a vachement édulcoré en disant oui mais non, oui mais peut-être, je sais pas trop. La grève générale, oui, peut-être pas. Nous, on n'est pas non plus pour tout bloquer. Nous, on est constructifs. Mais bon, au bout d'un moment, oui, les Français sont contre François Bayrou. Il faut faire tomber François Bayrou. Oui, je suis d'accord, hein, pas de problème. Donc nous, on essaiera de faire le travail à l'Assemblée. Et puis, nos militants qui le voudront iront rejoindre le mouvement de la rue pour essayer de structurer, d'apporter notre expertise, parce que nous, on est bon dans les mouvements sociaux. Mais moi, je suis prescripteur de rien. Mais moi, bon, c'est un peu. Après, je pense que c'est pas une mauvaise idée hein, en termes de discours. T'es sur BFM TV, tu parles des gens de plus de 50 ans qui sont plutôt de droite, qui sont un peu réticents, notamment sur la tentative de récupération. Je trouve que là-dessus, s'en est plutôt bien sorti d'un point de vue communication. Il a eu les bons éléments de langage au bon moment, je pense. Mais clairement, le gars en face a essayé de lui arracher vous êtes des séditieux, vous êtes des révolutionnaires. Lui, il essaie de dire non, on n'est pas des révolutionnaires. Non, moi, j'attends d'une gauche de rupture, parce qu'il a beaucoup tapé sur le PS ensuite pour dire que le PS était pas assez dans la radicalité. Qu'elle le dise. Mais bon, ça c'est pour me contenter moi, et moi de toute façon, je suis pas la personne à contenter quand on regarde BFM TV. Donc, oui, il joue clairement le jeu des médias. Je pense que c'est tout à fait l'idée. En tout cas, l'autre, pendant 10 minutes, un quart d'heure, il a essayé de lui dire oui, mais quand même, vous voulez la révolution, oui, mais quand même, Emmanuel Macron a été élu, un peu, genre oui, mais quand même, il y a une certaine légitimité, et lui disait non, Bayrou doit tomber. Alors après, il a été questionné sur la question de la présidentielle anticipée. Alors Mélenchon n'a pas pu se retenir de globalement faire comprendre que c'est quand même lui qui allait être candidat. En glissant cette phrase, cela dit, en disant que ses successeurs étaient meilleurs que lui. Et pourtant, on sait que c'est un secret de polichinelle, on sait que c'est lui. Et qu'ils sont encore clairement sur ce truc de la présidentielle anticipée qui était dans la feuille de route de la France Insoumise. Donc ils sont encore là-dessus. Je pense qu'ils n'ont pas du tout lâché. Leur objectif, c'est Bayrou tombe. Comme Bayrou tombe, Macron tombe. Et comme l'a dit, Mélenchon l'a dit d'ailleurs, s'il y a une présidentielle en janvier, donc c'est-à-dire qu'il est déjà dans l'optique qu'il y aurait un blocage total du pays sur la question du budget, avec l'impossibilité de faire appel à un nouveau gouvernement ou d'avoir un nouveau gouvernement. Visiblement, c'est clairement dans sa tête, c'est comme ça. En plus, il le dit, je suis un éternel optimiste, donc je pense que c'est ça dans sa tête. Et que donc Macron soit obligé de partir pour reconvoquer de nouvelles élections. Donc, ça a l'air d'être, je sais pas s'il y croit vraiment, mais ça a l'air d'être toujours la feuille de route. Auquel cas, la France Insoumise est prête. Comprenez, les autres ne le sont pas. L'union de la gauche, elle se fera nécessairement derrière nous, parce que du coup, il a été cuisinier sur la question des primaires, il est contre les primaires, évidemment. Il pense que l'union de la gauche, elle doit se faire uniquement par campagne au choix des électeurs, et que il peut gagner le second tour si jamais il arrive à se qualifier au premier, si jamais ils font une bonne campagne pendant 2 semaines au second tour. Moi, vous savez, j'y crois pas du tout. Hein. Donc clairement, l'union de la gauche, dans son discours, ce que j'ai compris, c'est que c'est mort. La question, c'est est-ce que ça va être mort totalement, ou est-ce que ça va quand même être possible localement pour les municipales? C'est un peu une question qui a été ouverte. C'est un peu une question ouverte. On va voir. Moi, je suis un peu curieux. On va quand même veiller au grain de ce truc. Voilà. Mais donc, ce à quoi Bayrou a répondu sur la question du 10 septembre, démission de François Bayrou et clairement démission d'Emmanuel Macron qui n'arrivera jamais. Ça, le journaliste lui dit. Hein. Le journaliste lui dit une chose très vraie. Il lui dit, mais attendez, on est quasiment là dans la prochaine campagne présidentielle déjà. On imagine mal Emmanuel Macron démissionner 6 mois avant la fin, quoi. Ou 1 an avant la fin, quoi. C'est pas
C'est pas très envisageable. Et donc Bayrou avait répondu à ce truc, et Bayrou d'ailleurs a parlé dans la presse aujourd'hui, pour essayer de clairement... c'est aussi la stratégie du gouvernement, de dire, oui mais si moi je saute Bayrou, je serai remplacé par l'extrême droite, c'est sûr. Donc ils essayent déjà de faire menacer cette... menacer de... Attention, si c'est pas moi, ce sera les FAF. Et en même temps, de jouer à fond cette carte du le 10 septembre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc là, la France Insoumise sont en mode en train de dire, bah, attendez, nous non, nous on a juste repris les slogans qui étaient déjà en place. L'idée, je pense, derrière le gouvernement, c'est d'essayer de démobiliser les gens du 10 septembre pour ne pas que les gens se sentent complices d'un Jean-Luc Mélenchon qu'ils détesteraient par ailleurs. Et je pense que beaucoup de gens détestent Jean-Luc Mélenchon en France, y compris beaucoup de gens qui sont un peu dans l'esprit gilet jaune, etc. J'y crois, effectivement. Donc à la fois, en fait, ils font vraiment le truc de l'homme de paille, de dire Jean-Luc Mélenchon veut bloquer le pays. Alors, c'est pas Jean-Luc Mélenchon à la base qui veut bloquer le pays, et je pense que Jean-Luc Mélenchon veut aussi bloquer le pays. Mais qui ne veut pas bloquer le pays en ce moment? Ça, je vous pose la question quand même. Et je pense que c'est un peu un jeu où tout le monde gagne, quand même, malgré tout. Je pense que la gauche pense y gagner, parce que du coup, ça rend Jean-Luc Mélenchon légitime comme l'un, en vrai, de ce qui pourrait être... ou la France Insoumise comme un moteur du 10 septembre. Et en même temps, le gouvernement pense que cette légitimité détruira le mouvement dans l'œuf. Moi, je crois que c'est complètement délu de penser ça. Et donc, j'ai regardé aujourd'hui, la plupart des articles de presse parlent de LFI qui soutient les blocages, en oubliant, comme l'a rappelé Jean-Luc Mélenchon, que le PCF, Europe Écologie Les Verts et le PS également. Jean-Luc Mélenchon est très NFP quand il s'agit de... quand c'est dans ces moments-là, pour rappeler qu'il n'est pas seul. Même s'il a d'ailleurs dit hier que le NFP était mort, hein, que le NFP n'existait plus. Il a parlé d'ancien Front Populaire, hein, et pas de nouveau Front Populaire. C'est un peu terrible, mais bon. Et ouais, les articles de presse sont en mode LFI égale 10 septembre, Bayrou, et du coup il est en mode attention, 10 septembre égale LFI égale les extrêmes, égale la mort de la France, etc. etc. Bon. En même temps, vu le tapage de tous les médias bourgeois sur Mélenchon, ça devient insup de lire Libé ou même Mediapart. Alors mettre Libé et Mediapart dans le même panier, c'est, je trouve, quand même un gros problème, très, très honnêtement. Je pense que Mediapart, à chaque fois qu'ils ont écrit des articles sur la France Insoumise, désolé, hein, c'était plutôt des choses assez factuelles et assez basées, hein. Moi, je trouve, hein. C'est plutôt que jeter Mediapart par la fenêtre, qui fait quand même un travail salutaire dans ce pays, et heureusement qu'ils sont là pour toutes les affaires qu'ils révèlent, on devrait plutôt remettre en question des fois certains fonctionnements dans nos organisations politiques. Bon, je trouve, hein, personnellement, ça c'est mon avis. Après, ils sont pas bons sur tout toujours, mais Mediapart se targue d'un truc et ils ont raison, ils ont jamais perdu un seul procès en diffamation. Et ça, ils y tiennent. Ils y tiennent vraiment. Et oui, l'éviction du journaliste, là, bon bah, il savait que ça allait donner ça, je pense qu'il pouvait pas... Il y a une question là-dessus, d'ailleurs. Bref. Donc, Mélenchon, il a dit... il a rappelé qu'on pouvait aller faire les super profils, ISF, machin, bon, les trucs de base, pour récupérer les 40 milliards. Le journaliste... Mélenchon était plutôt taquin avec le journaliste, en mode, vous faites les questions, les réponses, vous défendez le gouvernement, pourquoi c'est pas ta mère? En gros, lui, il lui a pas dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. L'autre était en mode, ah bah d'accord, on taxe les super riches et on demande tout aux riches, on demande rien aux pauvres. Et il était un peu en mode, mais attends, dans le pays, actuellement, c'est le contraire. Enfin, c'est un fou, le gars, de dire ça. Merci, Effie Pruni, pour le 54e mois, merci. Je suis d'accord sur le rôle salutaire de Mediapart sur le reste. Oui, mais bon, au bout d'un moment, si tu penses que Mediapart n'a un rôle salutaire que sur les gens avec qui t'es pas d'accord, et quand c'est des gens avec lesquels t'es absolument d'accord et qui sort un truc, tu te dis bah non, là, ça Mélenchon, Mediapart n'est pas valide. La dissonance est forte, je sais, mais des fois, bon, il faut se dire, ah, peut-être ils soulèvent un truc, tu vois. Quand même, hein.
Je suis désolé. Hein. Moi, ça, c'est parenthèse, mais c'est un problème que j'ai avec une partie des insoumis. C'est Mediapart le lundi, c'est génial parce qu'ils mettent ils révèlent des affaires sur l'extrême droite, et le vendredi, c'est poubelle, il faut interdire Mediapart parce qu'ils révèlent des trucs sur LFI. Bah, au bout d'un moment, non. Vous voyez ce que je veux dire? On va en parler du truc de la liberté de la presse, machin. Je trouve que Mélenchon, d'ailleurs, c'est plutôt mal défendu là-dessus. On finit d'abord avec le 10 septembre. Donc, le 10 septembre, l'extrême droite, là, est très emmerdée. Et ça, on en avait déjà parlé au départ. Il y a une VOD qui en parle, allez la voir. Effectivement, toute une partie de ce qui lance le 10 septembre, et d'ailleurs peut-être même le noyau dur qui lance le 10 septembre, c'est des faf. Ou c'est des confus, ou c'est des gens très faf compatibles, des souverainistes, des Philippe au corps, genre de trucs. Et donc, au départ, et ça je l'ai vu, plusieurs gauchistes sur les réseaux sociaux sont en mode « Ah bah non, nous, pas touche, ces gens-là ne sont pas purs, ne sont pas immaculés. Nous, on veut une révolution citoyenne et du peuple, mais que le peuple qui pense comme nous et qui pense à gauche. » Ce que moi, je trouve est une terrible erreur. Clairement, ce n'était pas l'avis du tout de Jean-Luc Mélenchon, ce n'était pas l'avis de tout un tas de personnes, d'intellectuels de gauche très impliqués, qui ont d'ailleurs très suivi de très près le conflit des Gilets jaunes, etc. Il ne faut pas avoir peur du peuple, au bout d'un moment, le peuple en a marre, on y va aussi. Bien sûr, si on n'y va pas maintenant, on n'ira jamais. Il y a quelque chose qui se passe, il faut y aller. Et donc, je vous reparaphrase Nicolas Framont, qui l'a très bien expliqué, quand une mobilisation devient massive, l'extrême droite n'a plus voix au chapitre, en fait. Et elle est emmerdée. Et elle est acculée. Et là, c'était très clairement ce qui se passait sur BFM. Du coup, Vallet, il était en panique. Il a sorti cette dinguerie que je trouve folle, mais que je trouve tellement révélatrice de dire... En fait, il s'en est pris à Retailleau, au motif que... Alors, il a balancé 10 000 fake news, je vous parlais de Mélenchon tout le temps, poser des questions sur un truc, il répondait Mélenchon sur un truc qui avait rien à voir. Lui, il a ses éléments de langage. Hein. Et à un moment, il parle de Retailleau, et le principal truc qu'il reproche à Retailleau, c'est de ne pas avoir eu le courage de rejoindre le RN alors qu'ils ont les mêmes idées. Et en fait, je trouve ça dingue de dire nous, notre principal problème avec Retailleau, c'est qu'il a les mêmes idées que nous, mais qu'il refuse de rejoindre notre parti, quoi. Je trouve ça fou, mais bon, bref, ça c'est un point de détail. En mode Retailleau, en gros, ce que je reproche, c'est de pas avoir eu le courage de nous rejoindre pendant les législatives. On est d'accord sur tout, viens mon pote. T'es en mode, bon bah du coup c'est bon. Après ils ont toujours un peu cette stratégie du baiser de la mort. Et clairement ils sont en mode, quand on lui posait la question sur le 10 septembre, est-ce que vous allez soutenir les mobilisations, il disait oui vous savez, nous les grèves, tant qu'elles sont légales, bien déclarées, avec des vrais parcours de manifestation, et qu'il n'y a pas d'échauffourées, on ne s'y oppose pas... Moi, de toute façon, je suis là pour défendre les Français au Parlement. Donc moi, c'est pas la question de savoir si j'y serai ou pas, elle se pose pas. Puisque voilà, en fait, ils étaient super emmerdés parce qu'ils savent pas s'ils doivent soutenir ou s'ils doivent pas soutenir. Ils sont déjà actuellement super emmerdés. C'est pour ça qu'il était en mode full Mélenchon. Bon, après c'est leur rôle, c'est normal. Et en fait, ils sont déjà acculés le RN sur la question du 10 septembre. Ils sont déjà dans la merde. Ils peuvent pas ne pas soutenir, mais ils ne peuvent pas soutenir. Le problème, c'est que si la motion de censure, elle se produit dans un contexte de mobilisation qui fonctionne le 10 septembre, ou dans les journées qui suivent, hein, ça peut être le 17, ça peut être le 24, le RN ne peut pas ne pas voter la motion de censure. Le truc, c'est que le RN, actuellement, ils étaient un peu partis pour temporiser. Parce que je pense qu'ils essayent d'arracher notamment un nouveau mode de scrutin à François Bayrou, qui va peut-être d'ailleurs leur promettre. Et je pense que le RN, on va rentrer dans cette séquence qu'on a connue à plusieurs reprises, le RN va se taire. Là, le RN va faire profil bas, ils vont pas beaucoup parler pendant quelques semaines. Et donc, on a une tribune. Alors à nous de pas faire des dingueries. On a une tribune, on a moyen de parler, comme pendant la réforme des retraites, comme pendant une partie des Gilets jaunes, où c'est nous qui allons dicter, ça arrive très rarement dans l'année, une partie de l'agenda médiatique, à nous de bien l'emmener et de bien le lead ce truc. Voilà.
Donc bref, c'est toujours un peu la question machin. Alors sur la question du coup, clairement, bon, je l'ai déjà un peu évoqué, Mélenchon, bon, je vous le annonce, ça fait 5 ans que je vous le dis, mais Mélenchon sera candidat à la prochaine présidentielle qu'il espère être anticipée, parce que, et il l'a redit à plusieurs reprises, il s'en est pris aux socialistes, les pro-forts, les anti-forts. Franchement, hier, il a aussi profité pour tailler un costard tout le reste du NFP sur, ce que je trouve être des points de détail, des points de stratégie. Bon, c'est de bonne guerre. C'est un peu dommage, surtout dans ce moment-là. Mais bon, clairement les tweets de Faure et de Tondelier, effectivement, sur la question du journaliste dont on a refusé les accréditations aux amphis, n'a pas dû aider du tout. Bien sûr qu'il va se présenter. Enfin, encore une fois, voilà. J'ai lu, je sais plus où, que le RN est emmerdé avec la motion de censure parce que si elle réussit, Marine Le Pen perd son siège au Parlement, donc étant actuellement inéligible, elle serait sans ressources, la bourgeoise. Elle aura le pognon du parti, on lui trouve un truc, un poste au parti pour la payer. Ça, je me doute pas qu'ils arriveront à lui trouver de quoi la nourrir. C'est littéralement ce qu'ils faisaient avant. Donc, mais après, motion de censure, ça veut pas dire dissolution. J'attire quand même votre, comme je le fais d'ailleurs chaque stream depuis un moment. En fait, c'était pourtant il y a pas si longtemps, mais dans la mémoire collective, les gens mélangent deux choses. Ils mélangent la censure, qui n'est arrivée qu'une fois, et la dissolution, qui pour beaucoup d'entre vous n'est arrivée dans votre histoire électorale qu'une fois. Et ces deux éléments ont eu lieu, ont été séparés d'à peu près 80 jours du tout, de 6 mois. En l'occurrence. La censure, c'est quand Michel Barnier a été remplacé par François Bayrou. Il n'y a pas eu de revote. Il s'est passé, un mois et demi. Je crois, parce que Barnier doit tomber fin novembre et Bayrou, il arrive tout début janvier, je crois, un truc comme ça. J'ai plus le calendrier exact en tête. Et la dissolution. Ce sont deux choses totalement différentes. Emmanuel Macron ne refera pas de dissolution. Ça, c'est à peu près indéniable. Par contre, Emmanuel Macron pourrait tout à fait prévoir un référendum, et notamment dans le cadre du 10 septembre pour calmer une contestation populaire. Ça, c'est possible. Mais en fait, si on censure François Bayrou, on n'a pas de revote. Donc Marine Le Pen, elle garde son siège. Et d'ailleurs, Marine Le Pen peut-être même devient Premier ministre. Moi je trouve que c'est vraiment une possibilité. Il y a vraiment une possibilité. Il y a vraiment un monde. Moi je vous le dis, hein, c'est la vérité. Alors je vais vous dire un truc qui peut vous choquer, mais peut-être. Il faut que je fasse attention avec les déclarations choc, mais... Moi, je pense, effectivement, que si on fait tomber François Bayrou, on ouvre peut-être la porte à une gouvernance du Rassemblement national. Oui. Je pense que François Bayrou a raison là-dessus. Mais c'est pas la faute de la gauche. En fait, c'est pas la faute des gens qui censurent. C'est pas la gauche qui nomme le Premier ministre. C'est Emmanuel Macron. Et si demain on fait tomber François Bayrou et qu'il est remplacé par un Premier ministre d'extrême droite, ce ne sera pas de la responsabilité de la gauche. Je suis désolé, c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Et un retaillot Premier ministre est effectivement, par exemple, une éventualité. Si on veut aller jusque-là. Voilà. Donc, oui, c'est possible. Après, il faut quand même y aller, il faut quand même... Enfin, en fait, si on a peur de toutes les épées de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, au bout d'un moment, on fait plus rien. Et de toute façon, les gens sont dans un état de fébrilité et de détresse économique. De toute façon, ils n'ont pour beaucoup déjà plus grand-chose à perdre. Donc, putain, Didier Lallemand, ministre à l'Intérieur. Wow. Donc, sur la question du journaliste, on va évacuer ça très rapidement. Oui, il y a plus grave, il y a toujours plus grave. Tu dis sans faire de whataboutisme, il y a pire. Il y a des journalistes qui ont plus de problèmes. Oui. Et du whataboutisme, on peut en faire. D'ailleurs, il y a un passage, je voulais le dire pour juste après, mais du coup, je le case maintenant. Jean-Luc Mélenchon a été questionné sur le fait qu'il n'avait pas fait de tweet, ou pas fait de message, pour parler de l'arbre qui avait été planté pour je ne sais plus quelle victime d'un acte antisémite dans la circonscription d'Éric Coquerel. Et Jean-Luc Mélenchon a été très fort là-dessus. Pour le coup, il lui a dit
vous savez c'était quel jour? Le journaliste sait plus. Il lui dit, Ilan Halimi exactement. Il lui dit, c'était tel jour. Je rentrais de l'avion le matin, 9 heures de décalage, et je n'ai pas non plus parlé de telle chose, tel acte islamophobe, parce qu'en gros j'étais fatigué et que je vais dormir, et que de toute façon ça s'est passé dans la circonscription d'Éric Coquerel. Éric Coquerel a parlé, il était clair, il parle au nom du groupe. Mais bon, voilà, on sent que le journaliste veut venir le faire chercher sur le petit fait divers, etc. Ça me fait penser à un truc, parenthèse, ça me fait penser à un truc. Il y a eu tout un sujet au JT de TF1 hier midi, ou au JT de France 2, mais je crois que c'est au JT de TF1, peut-être au JT de France 2, peu importe, sur le fait, vous avez sûrement dû voir, qu'il y avait un directeur de centre de loisirs qui a refusé l'entrée à une école, un groupe israélien. Et le gars a été mis en garde à vue pour discrimination fondée sur la religion. Alors que le gars avait dit que de toute façon, il y avait des rénovations en cours, il avait envoyé un mail avant pour dire que le parc serait fermé tel jour. C'est pas genre, il les a refusés le jour J. Dans le même temps, il y a une enquête qui est sortie de je sais plus quel média, qui montre que sur les plages privées et dans les hôtels toute une partie des établissements de Nice, je crois que c'était à Nice, avec des groupes contrôle, ils envoyaient à chaque fois un couple noir, un couple d'arabes et un couple de blancs pour faire des réservations. Le couple noir et le couple d'arabes, on leur dit non, il n'y a plus de place, et quand ils envoyaient le couple de blancs, il y avait de la place. Ça, genre par exemple, ça fait pas le JT de 20h ou le JT de 13h. Ça arrive au même moment. C'est probablement un peu plus caractérisé, prouvé en caméra cachée, etc. machin. Avec vraiment, littéralement, des motifs racistes. Bah oui, mais on est dans une séquence où... Hein Bon. Donc, voilà, tout ce que pour vous dire, oui, effectivement, on vient chercher Jean-Luc Mélenchon sur un antisémite. Moi, vous savez, hein, je trouve que la France Insoumise n'est pas toujours très claire dans tous ses profils et dans tous ses militants sur certaines paroles ou sur certaines... voilà, je trouve... tendanciellement, je trouve que structurellement, la France Insoumise n'est évidemment pas un parti antisémite. C'est probablement même celui qui l'est le moins, avec Europe Écologie Les Verts, le PCF et même le PS en vrai. La gauche est clairement beaucoup moins antisémite que la droite et que l'extrême droite dans ce pays. Et quand l'extrême droite se met à défendre les juifs, c'est pour taper sur les musulmans, il n'y a pas de problème. Moi, je suis absolument d'accord. Bon, ça arrive parfois qu'il y ait deux, trois visuels, deux, trois tweets, deux, trois personnes liées au mouvement de la France Insoumise au cours des derniers mois, ils sont un peu contestables. Moi, attention, moi, je suis d'accord avec ça aussi. Guiraud et les Dragons Célestes, l'affiche sur Hanouna, bon, moi je trouve quand même que, voilà, bon. Parenthèse fermée. Par contre, aller chercher Jean-Luc Mélenchon sur l'antisémitisme, moi, alors que, bon, on est dans un pays très très clairement islamophobe, je trouve que, voilà. Non, mais il y a des antisémites à gauche. Moi, j'ai toujours dit, hein, être de gauche, ça vous empêche pas ni d'être antisémite, ni d'être sexiste, ni d'être raciste, ni d'être quoi que ce soit. C'est pas un blanc-seing. Et puis d'ailleurs, moi, je vous refais mon laïus, mais vous savez, quand les gens ils mettent un bulletin Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen au second tour, ce qui est quand même le cas d'un électeur de Mélenchon sur 6, quand même, les gens ils deviennent pas racistes dans l'entre-deux tours. Hein. Les gens ils l'étaient déjà quand ils votaient à gauche. Hein. Ou alors, s'ils le sont pas totalement, ils considèrent pas que ce soit une ligne rouge qui ne puisse pas être franchie. Donc, de toute façon, on a des problèmes à régler à gauche aussi. Donc moi, là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, je trouve qu'on est ceux qui ont fait le plus de chemin, quand même, malgré tout, pour l'instant. Voilà. Donc venir chercher Jean-Luc Mélenchon sur « Ah là, vous avez vu, hein, vous avez pas fait de tweet là-dessus, alors que t'as un gars qui s'est exprimé, le gars était pas là, et que... franchement, c'est anecdotique. Aucune personnalité politique ne tweet sur 100% des faits divers. Heureusement, d'ailleurs. Donc, mais moi aussi, en fait, mon père, il est un peu sexiste, il est un peu LGBTophobe, il est un peu raciste.
Et voilà, il a 40 ans de syndicalisme, et bon, à la base, il votait même une paire. Donc, au bout d'un moment, heureusement, les gens avancent. Et pendant ce temps-là, oui, l'extrême droite fait des tweets néo-nazis. Mais après, l'extrême droite, quand ils vont sur un plateau, ils disent full dinguerie, et de toute façon, sur les 10 dingueries, on va leur en reprendre 3, et les autres, elles passent. Il a quand même dit que la France insoumise ne faisait pas avancer le destin des Français, parce que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, dit-il, valait à voter contre les augmentations de salaire et contre les lois qui permettaient d'avoir plus de pouvoir d'achat pour les Français. C'est absolument faux, parce que c'est littéralement l'extrême droite qui a voté contre. Mais lui, il retourne le truc, parce qu'en fait, il s'en bat les couilles que ce soit vrai. Il s'en bat les couilles. Donc bref, parenthèse fermée, sur la question du journaliste, je ne peux pas croire, moi, que la France insoumise ne savait pas que ce serait un sujet. Genre, évidemment que ça allait être un sujet. Le rapport de Jean-Luc Mélenchon avec les journalistes, il est compliqué depuis longtemps. Évidemment que ça allait être un sujet. Alors après, le fait que le Monde envoie ce journaliste précis, bah évidemment, ça va susciter tout un tas de choses. La défense de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire il y a 70 journalistes sur le site, dont tous, on va même dire d'ailleurs tous ne sont pas de gauche. On va dire aucun n'est de gauche. Il dit il n'y en a même pas un qui est de gauche. Quelque chose comme ça. Mais il dit là cette personne-là précisément les a salis, attaqués personnellement et notamment attaqués sur la vie privée et que ça on ne fait pas et que ça c'est pas du journalisme, ça c'est pas déontologique. Moi je peux comprendre ce que dit Jean-Luc Mélenchon là-dessus. T'as un gars que t'aimes pas, que tu détestes, journaliste ou pas, il vient pas. Vous en envoyez un autre. Moi en vrai, là-dessus je suis d'accord. Mais en même temps les journalistes disent, et c'est très vrai aussi, c'est très très vrai aussi, dans un pays démocratique, quand on parle de démocratie tous les jours surtout, on ne choisit pas ses journalistes. Surtout quand on a un mouvement politique dans un truc comme une rentrée politique de parti. Et je trouve ça vrai aussi. Moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que bon, ça a énormément parlé de ça. Et évidemment que la plupart des journalistes allaient être solidaires, surtout dans un moment où, en France, quand même, sur la liberté de la presse, on réduit d'année en année. On perd des places dans le classement de la liberté de la presse. Ça envoie pas un bon signal. Ça envoie pas un bon signal. Donc bon. En même temps, quand les journalistes de la meute sont passés sur l'émission au poste, ils étaient hyper sur la défensive et hyper de mauvaise foi, alors que Dufresne était sympa. Alors, moi je trouve que dans ce truc de au poste, les deux étaient sur la défensive et les deux pouvaient être un peu à charge, très honnêtement. Bon. Ça, je pense qu'il y a un spectre déformant aussi. Mais évidemment que ça allait en parler et évidemment que ça allait susciter ce genre de réaction. Je me demande à quel point c'était calculé. Moi, maintenant, je me pose toujours en plus la question. Il y a tellement des fois de shitstorm évitables. Maintenant, je pense qu'elles sont voulues, en fait. Je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu. C'est voulu pour alimenter regardez la vendetta médiatique, regardez le système s'en prend à nous. Je pense que c'est vraiment, d'ailleurs, c'est un peu la réaction de communication qu'il y a pu avoir par certains élus. Donc je pense qu'on est là-dedans. Ça donne du crédit à ceux qui pensent que Mélenchon égale dictateur. Oui. Oui, oui. Effectivement, et en même temps, ça consolide le côté anti-système. Donc, bon. Après, c'est un peu anecdotique, très honnêtement, moi je trouve. Très honnêtement, je trouve ça un peu anecdotique. Mais par contre, c'est donner un peu le bâton pour se faire battre, mais je pense que c'est un peu l'idée. Très honnêtement, je pense que c'est un peu l'idée. Donc, on arrive sur la question de l'international. Bon, sur Gaza, je vais pas en parler pendant 15 ans. Globalement, Mélenchon a dit, nous ça fait depuis le début qu'on dit que c'est un problème, qu'il y a un génocide, qu'il faut reconnaître la Palestine. Qu'est-ce qu'attend Macron? Tant mieux si Macron se décide maintenant, mais bon, il aurait pu le faire avant.
Et arrêtons d'envoyer les armes. Et le journaliste se dit, bon, on n'envoie pas d'armes, le cornu l'a dit. Et Mélenchon a répondu, oui, enfin bon, au bout d'un moment, quand on envoie les balles mais pas les fusils, c'est d'une façon un peu bizarre de se dédouaner. Bon, moi, tout là-dessus, je suis d'accord. De toute façon, vous savez que sur la Palestine, moi, je suis absolument d'accord, de toute façon, avec maintenant une majeure partie de la population française. Et j'ai pas attendu... Enfin, moi, c'est bien avant le 7 octobre. De toute façon, la question de la Palestine, c'est une question... Ah bah alors ça, le Canada et l'Angleterre vont se mettre à reconnaître la Palestine peut-être avec la France. Tant mieux, hein. Bon, au bout d'un moment, reconnaître un pays dont l'intégralité des citoyens sera peut-être mort d'ici là... c'est un peu se décider, je suis désolé, hein, c'est un peu décider la taille de la pierre tombale, quoi. C'est cool, elle va être très belle, elle aura un très bel emplacement dans le cimetière, mais bon, ce sera pour fêter la naissance d'un pays qui est déjà mort, quoi. C'est un peu horrible de le présenter comme ça, mais c'est un peu comme ça que je le vis. C'est un peu une façon de se déculpabiliser, de ne rien avoir fait. Ça, pareil là-dessus. Bon, j'étais d'accord avec Mélenchon, hein, évidemment. Oui, de toute façon. Et là, il y a un petit glissement, parce qu'après, ça se met à parler de l'Ukraine, et en fait, il parle de la photo de Trump à la Maison-Blanche. Je sais pas si vous avez vu cette photo, vous avez Trump à son bureau, et vous avez 6 personnes autour. Parmi les 6 personnes, vous avez le chef du commandement de l'OTAN, vous avez von der Leyen pour l'Union Européenne, vous avez le Royaume-Uni, et vous avez notamment l'Ukraine. Et donc, du coup, Mélenchon considère que sur les 6, il y en a déjà 4 de trop. Et là, moi, je trouve que Mélenchon a fait un glissement qui est assez terrible. Il a dit, en gros, d'où il y a Zelensky. Zelensky n'est plus... Enfin, donc, du coup, d'abord, il dit, oui, ces gens-là auraient dû se mettre d'accord sur le fait qu'on arrête de livrer les armes. Si on arrête de livrer les armes, il n'y a plus la guerre en Israël, blablabla. Et puis, du coup, sur la question de l'Ukraine, parce que du coup, le visuel, littéralement, c'était sur la question de l'Ukraine et des frontières de l'Ukraine. C'était l'un des sujets de discussion. Et il dit, Zelensky n'est plus le président de l'Ukraine. Son mandat a périmé il y a 3 mois. En gros, faut pas discuter avec lui. Il aurait dû avoir des élections. De toute façon, en Ukraine, il n'y a plus de liberté syndicale. Et comme la paix ne peut se passer que s'il y a de la démocratie et de la liberté, bah du coup, en gros, Zelensky, bon. Et moi, je suis pas du tout fan de cet argument. Parce qu'au demeurant, des fois, Mélenchon peut être très légaliste sur les questions de droit, de machin, de trucs, parce que lui veut jouer selon les vraies règles, etc. Et ce truc en fait, ce truc est... Alors, d'un point de vue légal, évidemment, Zelensky est encore président. Évidemment, tu convoques pas des élections quand un pays est occupé, parce que la question de l'ingérence étrangère est évidemment plus que présente. C'est évident. Dans un pays occupé, ou en partie occupé, organiser des élections libres, c'est compliqué. Et en parallèle, Mélenchon dit il faut organiser des élections dans les différentes régions de l'Ukraine pour savoir si elles veulent bien devenir russes ou pas, par exemple. Parce qu'il faut l'accord des populations. On ne choisit pas que les populations ne sont pas des choses. Il faut bien qu'elles décident elles-mêmes si elles veulent vivre chez les Russes ou chez les Ukrainiens. Et en fait, qu'on soit très clair, moi je comprends ce que Jean-Luc Mélenchon veut dire. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Moi, je suis toujours un peu gêné par les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur l'Ukraine. Je trouve qu'il dit des dingueries de ouf. Mais au fond, je comprends ce qu'il veut dire. Ce qui est terrible dans cet élément de langage, c'est que il va dire à la fois Zelensky ne devrait pas être autour de la table, c'est pas un président parce qu'en fait son mandat a expiré, blablabla. Mais en même temps, il dit aussi on ne peut faire la paix qu'avec les personnes qui nous agressent, et donc il faut discuter avec M. Poutine. Il avait littéralement fait un papier dans son blog où il écrivait « Je ne peux pas croire qu'on ne puisse pas discuter avec Vladimir Poutine ». Donc, pourquoi faudrait-il discuter avec Vladimir Poutine, qui au passage est censé être élu démocratiquement, mais qui dans les faits est quand même un peu un dictateur? En fait, je trouve que c'est compliqué d'aller chercher Zelensky sur la question de la démocratie quand il se fait envahir par un gars qui, bon, lui aussi n'est pas très clair là-dessus, hein.
Et donc, bon, c'était un peu désastreux. Alors, il s'est un peu rattrapé après en disant oui, mais non, mais de toute façon, nous, Poutine, on n'est pas pour. On demande la même chose pour la Russie, on demande les mêmes garanties, on veut aussi la paix là-bas. Nous, de toute façon, on est contre l'invasion, on l'a condamné. L'invasion a lieu à 5 heures, à 6 heures, je l'ai condamné. Et là, il a fait une bourde de ouf. Il a dit aux journalistes vous étiez là à rien faire, peut-être à dormir, machin, alors que moi, je condamnais. Et le gars lui répond bah, moi, je suis parti sur le front, en Ukraine, pour couvrir le conflit pour BFM TV. Donc, le gars a dû voir les pires trucs de la guerre. Donc, après Mélenchon, il a passé 5 minutes à essayer de s'excuser et essayer de en mode non, mais je ne parle pas de vous. De toute façon, il a fait que de répéter qu'il trouvait que BFM était une très bonne rédaction, très honnête. Il essayait un peu de les brosser dans le sens du poil, et donc là, il s'est senti putain, il a dû se dire merde, j'ai fait une connerie de ouf. J'accuse le gars de pioncer et d'être chez lui. Le gars était littéralement sur le front MDR. Mais sur la question de l'Ukraine, en fait, moi, je ne crois pas que la question aujourd'hui de la question de la guerre, ce soit vraiment la question de la légitimité de Zelensky ou pas, en fait. Parce qu'il dit, on va pas signer des accords de paix avec un gars qui peut-être dans 3 mois ne sera plus là. Mais en fait, si. En fait, si. Évidemment. Mais oui, en fait, c'est ça. Moi, je trouve aussi ça, c'est qu'en fait, il parle beaucoup de Zelensky et il parle beaucoup de la légitimité de Zelensky. Alors moi, je suis l'un des premiers à dire, moi, effectivement, l'Ukraine sur la question de la liberté de la presse, de la liberté de certaines populations, et ça d'avant la guerre, il y avait déjà des trucs, et moi, quand je disais ça, je me faisais traiter de poutinien, donc, et de pro-Poutine et de relais des éléments de la dictature. Mais sauf qu'en fait, au bout d'un moment, on peut être à la fois victime et bourreau. Victime d'une invasion et en même temps bourreau d'une partie de sa population ou d'une partie de ses opposants politiques. Quand même, enfin, rappelons-le quand même. Après, là, dans l'immédiateté, la question de la paix, c'est pas la question de est-ce qu'il faut convoquer les élections en Ukraine tout de suite ou pas. Puis d'ailleurs, qui pourrait voter? Parce qu'en plus, c'est quoi? C'est un tiers de la population qui s'est tirée, on en a parlé la dernière fois. Y a je sais plus combien de centaines de milliers de travailleurs ukrainiens en Pologne. La question, c'est pas tellement de savoir si Zelensky aujourd'hui est légitime ou pas. Zelensky se fait chier dessus par Poutine, il se fait chier dessus par Trump. Je crois que la dernière chose dont l'Ukraine a besoin, c'est que la gauche de ce pays lui chie dessus aussi. Je pense que c'est un peu galère, et donc il s'est retrouvé là-dessus sur la fin à devoir parler de ça, et j'ai trouvé la question de l'Ukraine, et je l'ai trouvé très casse-gueule. Donc faut la paix, mais pour la paix, il faut la démocratie. Pour la démocratie, bon, Zelensky, du coup, bon, bah, peut-être il faut qu'on en discute de ce qui c'est vraiment un interlocuteur légitime, question qu'il ne pose jamais pour Poutine. Poutine, il a ce discours, en l'occurrence, de dire Poutine est un dictateur, Poutine est un problème, mais c'est lui qui dirige de fait, donc il faut discuter avec la personne qui dirige de fait. Discours qui, visiblement, n'est plus le cas, n'est plus le même sur l'Ukraine. Ce qui est un problème. Et je comprends pas où il va avec ça. Très honnêtement, je suis un peu confus sur la direction que ça prend. Sur la question de l'Ukraine. Toujours un peu compliqué. Pas très clair. En fait, c'est pas très très clair. Parce que, qu'on soit clair, hein, si l'Ukraine perd la guerre, la question de la légitimité des Zelensky, de toute façon, elle se posera plus. Hein. Elle sera réglée de fait. Hein. Donc, bon. Donc j'ai lu ça, ce qui est très drôle, mais oui, c'est que ces éléments de Zelensky ne serait plus le président de l'Ukraine, son mandat aurait expiré, etc. C'est des trucs qu'on voit beaucoup sur des groupes alimentés, pour le coup, par les agents russes, par l'extrême droite, qui est un argument que je trouve pas terrible du tout, quoi. Putain, ce serait comme dire il n'y a aucune autorité politique légitime qui que ce soit dans tel ou tel pays parce que ce pays se fait envahir et se fait occuper. Après, cela dit, il a même discours sur le Dalai Lama, donc bon, c'est vrai. Bon. Après, moi, le truc sur lequel je suis d'accord avec Mélenchon, et ça depuis un moment,
Et là, c'est là où je vais peut-être aussi vous choquer, mais bon. Je trouve aussi, moi, qu'il n'y a aucune frontière intangible. Il n'y a aucune frontière qui soit sacrée. Après, poser la question du démembrement de l'Ukraine, question qui se pose en Ukraine actuellement. C'est une question que nous on pose parce qu'on est loin et qu'on se dit que ça pourrait être une bonne solution. C'est une question qu'on s'est posée par exemple pour la Tchécoslovaquie à l'époque des accords de Munich. C'est une question qu'on refuserait de traiter si jamais admettons demain l'Allemagne nous envahit, très peu probable. L'Allemagne nous envahit, ils occupent tout le Grand Est. Et tout le monde autour de nous disent bon bah ce serait quand même bien sympa de faire la paix et donc du coup de lâcher le Grand Est c'est so long c'est triste c'est pas juste mais bon bah nous on serait tous là en train de dire bah attendez c'est pas normal c'est quand même pas normal laissez-nous le Grand Est. Je pense que quand on est dedans la question elle se pose pas du tout de la même façon. L'idée de faire voter les gens je suis d'accord mais quel corps électoral quelle modalité bah c'est tout le problème c'est tout le problème. C'est la question. Il y a une autodétermination des peuples, mais sauf dans un contexte d'opposition militaire. Ouais, après, il a beaucoup parlé du droit international. Le droit international, mais vous savez, le droit international, ce que j'en pense. C'est comme les règles du Monopoly. Si vous décidez de jouer avec des nouvelles règles, qui va venir vous en empêcher? Donc, ouais, il a fini l'entretien là-dessus, et je pense aussi que ça... En fait, je me pose la question, c'est une vraie question que je me pose, est-ce que c'est pas une façon de se démarquer Enfin, je vous fais mon hypothèse. Il a beaucoup parlé de Glucksmann, Mélenchon. Il a beaucoup parlé de Glucksmann parce que il a envie, je pense, que Glucksmann soit le candidat de la droite de la gauche. Ou de la gauche de la droite, enfin, tournez-le comme vous voulez. Il en a très 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 envie. Je pense que c'est l'opposant idéal. Déjà parce que c'est l'opposant avec lequel il ne pourra jamais être d'accord. Il a très envie que le PS aille dans les bras de Glucksmann. Moi, vous savez, c'est comme mon hypothèse, je vous le répète, c'est pour moi l'hypothèse Glucksmann aujourd'hui, c'est comme l'hypothèse Taubira il y a 5 ans. Tout le monde se hype pour qu'à la fin, même une espèce de primaire pourrait peut-être même avoir lieu pour essayer de l'introniser candidate ou candidat, on n'en sait rien. Pour qu'à la fin, soit il n'ait pas les signatures, soit il fasse 2%. Moi, j'en suis assez convaincu. Je suis assez convaincu que Glucksmann aux européennes, ça n'arrangera pas le PS, ça n'arrangera pas les Verts, ça n'arrangera personne. Tu préfères Hollande ou Glucksmann? Non, mais je préfère aucun des deux. Je vais pas te mentir. Aucun. Aucun des deux. Aucun des deux. Je sais pas, tu préfères avoir la chasse ou manger ton vomi? Enfin. De toute façon, tant que Hollande sera là, Glucksmann n'aura pas de place. Donc moi, je pense que Mélenchon a très très envie que Glucksmann soit son adversaire à gauche, qu'il y ait globalement deux gauches aux élections, Glucksmann et lui. Et que tous les autres qui pensent être des espèces de petits satellites se rangent soit de son côté, soit du côté d'en face. Et qu'ils aient pas le choix. Alors moi je pense que clairement si ça arrive, tout le monde va partir seul et il y aura 5 ou 6 candidats, voilà comme je le pense. Il en a beaucoup parlé de Glucksmann en disant voilà, moi c'est quelqu'un qui me prend pas, c'est quelqu'un qui je reconnais une forme d'honnêteté dans son positionnement, blablabla, même si je suis pas du tout d'accord, même si on est d'accord sur rien. Qu'au moins Glucksmann il lui reconnaît qu'il se pliera pas au jeu des primaires et que au moins c'est clair quelle est sa position et c'est clair quand il dit que jamais se ralliera derrière lui. Donc voilà. Et du coup, je me demande si la position un peu bizarre sur l'Ukraine, c'est pas aussi un moyen de se distinguer d'un Glucksmann qui, lui, pour le coup, est extrêmement atlantiste, à moitié américain, enfin, américain mental. Et je me demande si c'est pas un moyen de se distinguer d'une ligne comme celle de Glucksmann, dont il semble assez convaincu que ce sera celle qui s'imposera et qui gagnera dans la gauche de gouvernement, on va dire. Alors que moi, je pense que cette hypothèse, à laquelle il est accroché depuis maintenant 20 ans,
qui est un peu le sens de l'histoire selon lui. Oui, un peu un néolibéral à la Macron, oui. Mais même plus. Macron plus. Vous savez, Mélenchon, il théorise depuis longtemps que le PS est censé trahir, c'est dans son essence, et censé avoir une dérive vers la droite, c'est dans son essence. Ça, il le théorise depuis les années 2000, même avant les années 90. Et souvent en s'étant trompé. Il était convaincu que Royal allait gagner le congrès du PS après 2007, c'est Aubry. Il avait basé son départ de LFI visiblement là-dessus. Il était convaincu que Manuel Valls allait gagner les primaires pour l'élection de 2017, c'est Benoît Hamon. Il est convaincu qu'il y a une dérive irrépressible et naturelle du PS vers la droite. Moi, je pense que tous ceux qui voulaient partir à droite sont déjà partis. Le sont déjà. Et d'ailleurs, même un gars comme Julien Drey, hier sur BFM, nous a dit « Moi, de toute façon, je ne suis plus socialiste. Les socialistes ne doivent plus travailler avec Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes ceci, les socialistes cela. » Et après, il dit « De toute façon, moi, j'ai quitté le Parti socialiste parce que je trouvais qu'ils étaient trop comme cul et chemise avec Jean-Luc Mélenchon. » Donc en fait, on parle de gens qui sont déjà partis. Et qui se plaignent de ceux qui sont restés et qui continuent selon eux, de se tromper, de se fourvoyer en faisant le nouveau Front populaire ou en ayant fait la NUPES, etc. Donc je pense clairement que ceux du PS qui devaient partir sont déjà partis. Vraiment. Après, bon, je peux me tromper, hein. Drake a commencé à la LCR. Ouais. Mais Drake a... La bande à Drake, ça va vous choquer peut-être un peu, mais... C'est un peu le tournant anticolonial LGBT et antiraciste du PS, le premier tournant, l'un des premiers tournants dans les années 90, c'est avec la bande à Drake. Pendant son discours aux amphis, crachait sur les sociodémocrates tous les 5 minutes. Et moi, je pense aujourd'hui que la France Insoumise est un parti sociodémocrate. Bon, ça, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Mais ce que ça augure, ce que je vois clairement dans le discours, là, dans les 1 heure de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de ne pas taper. Il peut pas retenir ses coups sur Tondelier et sur Faure. Genre, il n'y arrive pas. C'est plus fort que lui. Je pense que ça le dessert plus qu'autre chose. Delga, Hollande, Maillot-Rossignol, ils sont partis. Je comprends pas ton point de vue. Mais en fait, Delga, Hollande et Maillot-Rossignol, c'est pas des Macron-manteaux, hein. Vous pouvez ne pas les aimer, mais ce sont des gens qui ne sont pas allés rejoindre Emmanuel Macron. En l'occurrence. C'est des gens qui, certes, ne veulent pas travailler avec Mélenchon, mais ce ne sont pas des gens qui veulent travailler non plus avec Emmanuel Macron. Ils seraient déjà chez Emmanuel Macron. En fait, ça fait déjà 8 ans que Macron a braqué le PS et a pris tout ce qu'il avait à y prendre. Les transferts qu'il y a actuellement sont plutôt des transferts qui se passent en sens inverse. C'est plutôt des macronistes qui partent en ce moment. Donc, autant c'est une gauche pas terriblement de gauche non plus, autant ce ne sont pas des macron-manteaux. Pas totalement en tout cas. Ils sont pas, c'est pas les mêmes. Enfin voilà, c'est pas les mêmes. Même des années 80, pourquoi je dis 90, c'est les années 80. Les antiracistes du PS des années 80 avec SOS Racistes, c'était pour récupérer le mouvement de la marche. Oui, non mais d'accord, certes, mais peu importe. Donc, moi, vraiment, le discours de le PS va exploser et d'ailleurs, que le discours de Jean-Luc Mélenchon d'hier, de dire quoi qu'il arrive, de toute façon, le PS sera obligé de se casser en deux entre les anti-forts et les pro-forts. Au bout d'un an, il va bien falloir clarifier la ligne. Et bon, non, ça fait depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir que j'entends ça. Que le PS va péter en deux.
On l'a réentendu à ce congrès-là, on l'a réentendu au congrès d'avant. Le PS, a priori, de ce qui reste du PS, ça n'est pas voué à se détruire ou à se disloquer. Parce qu'il y a une différence entre le DOMSES et les SOSDEM et le DEMSOS. Alors là, j'en suis pas à baiser les mots jusque-là. Peut-être. C'est rien. Mélenchon, en partant du PS, voulait pas casser le PS aussi. Si, c'était absolument l'objectif. C'était de faire péter le PS entre la ligne de l'époque, qui devait être la ligne de genre Payon, Emmanueli, la ligne du non à l'Europe. Mélenchon pensait déjà effectivement en partant que le PS allait péter entre ceux qui voulaient le tournant libéral et européen et ceux qui étaient quand même encore du côté des travailleurs et qui étaient attachés à une forme de souverainisme. C'est effectivement ce que pensait déjà Jean-Luc Mélenchon à l'époque, ce qui s'était plutôt pas passé. Après, Jean-Luc Mélenchon a drastiquement asséché le PS en termes d'électorat. Même si, alors faut savoir que les premiers à constituer le parti de gauche, au départ, Jean-Luc Mélenchon pense que ça va être beaucoup des anciens du PS, qui va le récupérer du PS, de son mouvement et de son courant du PS, quand Jean-Luc Mélenchon part du PS. En l'occurrence, il récupère surtout des syndicalistes et une partie des gens qui viennent d'autres mouvements de gauche, de sa gauche, un peu plus protéiformes, dont une partie des gens de la LCR, devenu le nouveau NPA, etc. Enfin, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, dont il empêche d'ailleurs que trop rejoignent, parce qu'il n'a pas non plus envie que sa ligne fléchisse. Et aussi, du coup, et l'alliance avec les communistes, qui fait beaucoup. Donc en fait, Jean-Luc Mélenchon siphonne beaucoup d'électeurs au Parti Socialiste depuis... il a siphonné beaucoup d'électeurs au Parti Socialiste entre 2012 et 2017, et entre 2017 et 2022 d'autres, mais il n'a pas siphonné les cadres, et pas tant les militants. Alors quelques-uns quand même, mais pas tant. Le PS sont toujours presque à 50-50 entre deux lignes, ça pètera peut-être, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre? Mais vous savez, si jamais il y avait des votes de congrès dans la France Insoumise, je pense qu'on pourrait assez rapidement avoir qu'il existe plusieurs lignes dans la gauche radicale. Si jamais vous avez un texte pro-nucléaire, pro-TDS, et qu'en face vous avez un texte anti-nucléaire, anti-TDS, c'est quoi la proportion, par exemple, sur ces deux questions, de gens qui vont voter pour l'un et de gens qui vont voter pour l'autre, qui sont quand même des lignes fondamentalement différentes sur le rapport au corps et le rapport à l'énergie, c'est quand même important. On pourrait aussi voir se dégager ce qui apparaît comme de la contradiction, et d'ailleurs une contradiction insolvable. Précisément, raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon ne veut plus qu'il y ait de congrès, plus de vote, parce que ça s'était passé à l'époque du parti de gauche, entre, en l'occurrence, une ligne beaucoup plus souverainiste sur la sortie de l'euro, par exemple, etc., et une ligne beaucoup plus souverainiste, mais quand même un peu nationaliste, et en même temps, on va dire un peu populiste, ouais, pour le dire en fait. Ligne qui finira par s'imposer d'ailleurs, la ligne où on va remettre des drapeaux français, on va chanter la Marseillaise dans les meetings. Au départ, ça vous paraît normal, mais c'était pas normal en 2012. Croyez-moi, c'était pas normal en 2012. Quand tu faisais l'union avec les communistes, c'était les drapeaux rouges qu'il y avait. Et ça chantait l'international. Quand en 2017, tu remplaces par des drapeaux français par la Marseillaise, c'est pas un changement qui paraît anodin pour beaucoup de militants, par exemple. Donc ça, peu importe. Après, bon voilà, c'est un peu l'histoire des différents mouvements de gauche. Le PS, sur la question de son positionnement vis-à-vis de sa gauche et de sa droite, ils ont deux lignes. Bon. Ça, écoutez... Mais comme il y a deux lignes dans Europe Écologie Les Verts, au moins, identifiables, comme il y a actuellement deux lignes dans le PCF d'ailleurs, et d'ailleurs je pense que Fabien Roussel, moi c'est mon hypothèse depuis maintenant, depuis le NFP, c'est mon hypothèse que Fabien Roussel est en train de vivre ses derniers moments, ses dernières heures de gloire. Ça va dépendre du vote des militants, mais ça m'étonnerait pas qu'un profil un peu plus fédérateur
émerge. Je pense que la promesse que Fabien Roussel a faite et qui lui a permis de renverser le Congrès quand il est arrivé, renverser la ligne historique, est une promesse qu'il a largement pas tenue et qu'il a été incapable de tenir. Et j'ai l'impression, en tout cas autour de moi, c'est un biais que j'ai, qu'il y a de l'amertume quand même. Bizarre qu'il reste dirigeant alors qu'il a perdu sa circo législative. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Je veux pas le rapport. Non, pas Elsa Faucillon. Je pense que... Moi, mon hypothèse, c'est Yann Brossa. Je pense que Yann Brossa pourrait être... qui est à la fois quelqu'un qui est plutôt pro-ligne et qui en même temps est plutôt quelqu'un qui, en termes de discours public, est très pro-NFP. Qui fait le taf, qui vient d'être élu sénateur. Je pense qu'un gars comme Yann Brossa peut tout à fait émerger dans un congrès, au vote du congrès. Mais d'ailleurs, je pense même que Roussel ne peut ne pas rempiler volontairement, d'ailleurs, plutôt que se prendre une tôle. Mais bon, ça... je pense que les différents courants de LFI se retrouvent dans les influenceurs de gauche. C'est probablement vrai. Moi, à la base, vous savez, hein, moi, à la base, je suis à GES. Hein. GES, ça fait partie de LFI. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis en désaccord avec la ligne officielle, on va dire. Et je me fais allègrement pisser et chier dessus par toute une partie essentiellement des militants de la France Insoumise pour ne pas être un orthodoxe. Donc, moi, vous savez, hein, mon quotidien, c'est pas me faire emmerder par des écologistes, des socialistes ou des communistes. Hein, c'est me faire emmerder par des gens qui sont d'accord avec 95% des choses que je dis. Hein. Mais c'est les 5% qui les emmerdent. Donc bon. T'es encore à GES, bah, je cotise plus depuis quelques mois. Mais je ne sais même pas si GES existe vraiment encore. Tu penses que Brossa a une chance de relancer le PCF? J'en doute. Brossa était considéré comme n'étant pas un profil vendeur à l'origine, parce que Brossa est un bourgeois de Paris. Et donc, il y avait ce truc de... il parle pas aux anciens ouvriers qui votent encore PCF dans les circos rurales. Pourtant, je trouve qu'il leur parle mieux qu'un certain Fabien Roussel. Fabien Gay, pour le coup, il est pas du tout sur la ligne Roussel. Hein. Je pense pas. C'est pas un profil syncrétique, Fabien Gay. Mais oui. Bon. Du coup, sur la succession à la mairie de Paris, ça va être tendu entre écolos, communistes et socialistes. Bah, on va voir. Mais après, c'est tendu à droite aussi. Hein. Là, Barnier-Dati, écoutez, c'est tendu aussi. Ça va être tendu à l'REM. Souvenez-vous le bordel que c'était l'REM. Léon Desfontaines trop jeune, mais Léon Desfontaines, c'est un clone de Roussel. Donc, de toute façon, Léon Desfontaines, c'est pas possible. Après, on n'y est pas du tout. Hein. Et puis surtout, il y aura un vote des militants du PCF de est-ce qu'on fait une candidature, nous, ou est-ce qu'on se rallie à une autre candidature? Et moi, vous le savez quelle est mon hypothèse, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je pense que si Jean-Luc Mélenchon décide de s'obstiner à partir seul, c'est clairement le cas, je pense que le PS, le PCF et Europe Écologie Les Verts vont réussir à se démerder à avoir une candidature unique. Je pense qu'ils essaieront. Et là, imaginez, Lucie Castet, Jean-Luc Mélenchon. Terrible. Terrible, mais bon. Ce serait bien nul. Bah, en même temps, si vous voulez que ce soit... Enfin, pour moi, c'est quoi l'échappatoire? C'est quoi l'échappatoire quand Jean-Luc Mélenchon, pour la 4e fois, il retourne au rapport de force dans une élection vis-à-vis de la gauche? C'est quoi leur choix? C'est de rempiler pendant 5 ans de vous avez fait 2%, vous n'avez pas le droit de parler? Ou c'est d'essayer... le programme, il existe déjà, c'est le programme du NFP. Ou c'est d'essayer de rivaliser, en se disant foutu pour foutu, comme on a perdu, autant rivaliser, pour ensuite faire une alliance et essayer de gagner les législatives. Puisqu'encore une fois, le nerf de la guerre, c'est les législatives. Je pense que les gens intègrent de plus en plus
que la présidentielle, ce n'est plus le maître mot. Ce n'est plus le scrutin le plus important. Dans un pays coupé en trois, c'est bien d'avoir un président, mais c'est mieux d'avoir l'Assemblée. Je pense que beaucoup sont en train d'intégrer cette logique. Je serai Castex, je proposerai à Jean-Luc Mélenchon le premier ministériat contre désistement. Mais de qui? Castex Premier ministre ou Jean-Luc Mélenchon Premier ministre? C'est pas le même programme sans RFI. Faites-moi pas croire, parce que ce n'est pas imaginable de voir ce que c'est le même programme. Bah en fait, t'en sais rien. Puis surtout, moi je vais vous dire un truc. Les programmes, ça n'engage que ceux qui y croient. Le programme du Parti Socialiste, quand Hollande a gagné, ce n'est pas la ligne politique qui a... Bah, en fait, si, en vrai, en partie, si, quand même. Mais en fait, même Macron, il a été élu sur des promesses qu'il n'a absolument pas tenues. Macron, il a été élu sur « je vais légaliser le cannabis, je vais faire la GPA et je vais donner le chômage à tous ceux qui démissionnent ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé le chômage à tout le monde. Il a renforcé la répression contre le cannabis. Et il a dit à droite toute. Donc, genre le PS dit oui à ce programme. Et en fait, ce que tu comprends pas, c'est que le programme, en fait, on n'est pas dans un jeu vidéo. C'est pas genre, t'as décidé les règles et t'es obligé de les appliquer. Parce que t'as des obligations logicielles et programmatiques. Non. Tu peux tout à fait être d'accord pour un programme et une fois au pouvoir ne pas l'appliquer, en fait. Hein. C'est littéralement ce que tout le monde fait. Bon. Et de toute façon, je pense qu'effectivement, Olivier Faure ferait une politique de gauche. De toute façon, je pense aussi. Après, la droite libérale est bien divisée aussi, donc même avec un candidat LFI, une gauche unie, il y a moyen que ça passe. C'est aussi l'hypothèse... de 2022 de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Jean-Luc Mélenchon dit en 2022... Enfin, dit... L'équipe de Jean-Luc Mélenchon, en gros, pense qu'en 2022, si l'extrême droite est morcelée, comme dans leur tête, Emmanuel Macron n'avait aucune chance, parce qu'on sortait du Covid, et que le Covid est des gilets jaunes, Emmanuel Macron, en gros, il avait aucune chance, et Mélenchon pensait déjà que c'était lui face à l'extrême droite. Et donc, le truc, c'est que Jean-Luc Mélenchon, on n'a absolument pas vu arriver le fait que LR ferait si peu, et le fait que le RN, malgré la présence de Zemmour, ferait autant. Ça, il l'a pas du tout anticipé. Absolument pas. Mais Jean-Luc Mélenchon, évidemment, lui, il se dit ça. Il se dit, bon, bah, si la droite est assez morcelée, l'extrême droite est assez morcelée, je passe. Sauf que c'est ce que tout le monde se dit, en fait. Hein. C'est ce que Macron s'est dit, c'est ce que Marine Le Pen s'est dit. Hein. C'est ce qu'ils se disent tous. Hein. Sauf que c'est un peu un gamble. Hein. Il y a des débats et un programme à défendre pendant la campagne. Mais alors, des débats, pas toujours. La campagne de 2022 est une campagne qui s'est passée avec quasiment aucun débat. Souvenez-vous, en 2022, souvenez-vous quand même, on est passé d'un 2017 où c'était plusieurs débats, et des débats très marquants, comme Poutou qui invective Fillon, etc., à une campagne où, en fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des candidats refusaient les débats et préféraient être seul à seul face à des journalistes. Et donc, du coup, on avait, au lieu d'avoir des débats, on avait des entretiens successifs. Notamment parce que Macron a décidé effectivement de boycotter les débats. Mais pas que. Pas que. Même la droite ne voulait pas de débat. Marine Le Pen a dit « Je ne débattrai pas avec Jean-Luc Mélenchon ». Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé d'avoir des entretiens successifs. En mode, bah, chacun passe devant un journaliste l'un après l'autre. Et puis alors, ce qui est très intéressant, c'est que bah, quand tu passes à 20h30, c'est cool. Quand tu passes à 22h30, bah, c'est moins cool. Et dans ces cas-là, c'est vachement plus facile de répondre à un journaliste, tes éléments de langage que tu as bien travaillé, que de débattre avec un vrai candidat. Ou avec des vrais candidats. Et en fait, il n'y a quasiment pas eu de débat en 2022. Donc t'as pas nécessairement besoin d'avoir de débat. Et puis, sur la question du programme, il faut bien un programme pour y aller. Mais Emmanuel Macron a gagné sans programme. Les premières bribes de son programme sont arrivées 2 ou 3 mois avant l'élection, et c'était 2-3 grandes lignes directrices. Moi, je pense qu'il faut lâcher ce truc du programme. C'est cool d'en avoir un.
Ça fait paraître sérieux. C'est l'idée. Mais ce qui est pas important, le programme, c'est pas important. En vrai, c'est pas important le programme. Je vous le dis comme je le pense. Ce qui est important, c'est d'avoir un cap, d'avoir un horizon. Bardella a déjà dit que de toute façon, il débattait pas avec l'extrême gauche. Comme si Mélenchon était d'extrême gauche. Ce qui est important, c'est ce qui te distingue et c'est comment tu séduis les vieilles aujourd'hui, parce que quand même, c'est la majorité de l'électorat. S'il doit y avoir équité puis égalité dans les temps de parole, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir 4 candidats à gauche puis les ralliements désistement la 3e semaine qui précède? Genre 4 fois plus de temps. Alors l'égalité du temps de parole, elle apparaît que très tard dans une campagne électorale. Je sais plus c'est quand exactement. Je crois que c'est pendant la campagne officielle qui en fait est assez courte. Et je vais te dire ça tout à fait. C'est genre 2 ou 3 semaines avant. Je crois que c'est dans les 21 jours, un truc comme ça. Alors savoir qu'au départ il y a l'équité de temps de parole. Et après il y a l'égalité. Sachant que les quelques jours avant le scrutin, il y a une réserve, t'as pas le droit de prendre la parole. Donc dans les médias, j'ai pas l'info, mais c'est assez court en fait. L'égalité stricte, c'est vraiment sur la fin de campagne. Et c'est combien? Alors l'équité, c'est 6 semaines, mais l'égalité, c'est combien? Visiblement, l'équité, c'était 6 semaines là. Alors l'équité, c'est pas pareil. Alors, l'équité et l'égalité, c'est pas pareil. L'équité du temps de parole, c'est censé être un espèce de prorata par rapport à comment dire, à la force politique des groupes. Même pour être très précis, donc l'équité se fonde sur la représentativité des candidats, en particulier les résultats du candidat aux plus récentes élections, et la capacité à manifester concrètement son implication dans la campagne. Donc l'organisation des réunions publiques, les participations, etc., etc. En gros, plus vous avez d'argent et plus vous avez de voix au cours des dernières élections, plus vous avez de temps de parole. Ça, c'est le principe d'équité. Ce qui fait que les petits candidats n'existent pas. Et voilà. Et donc l'égalité stricte, c'est 2 semaines avant. Donc en fait, ça sert à... En fait, si vous avez 4 candidats pour le NFP, vous allez avoir le temps de parole du NFP, l'équivalent divisé en 4 en fait. Enfin, il ne sera même pas divisé en 4 parce que ce ne sera pas 4 par égal, mais... Ah ok, mais c'est débile. Mais ça aussi parce qu'il y a même eu des réformes. C'est qu'à la base, ça c'est Macron qui avait changé, parce qu'à la base, c'était fondé sur tout un tas de trucs et Emmanuel Macron avait changé les règles, je me souviens, pour que ce soit vraiment fondé sur surtout l'Assemblée, que ce soit représentatif des rapports de force à l'Assemblée et au présidentiel et pas sur le nombre d'élus locaux, par exemple, etc., parce qu'ils n'en avaient aucun. Et en 2016, on est passé de 5 semaines à 2 semaines. Voilà. Bah, Hollande avait changé, mais Macron aussi avait rechangé. C'est quoi qu'on prend dans la base du calcul. Donc l'équité, effectivement, ne change rien aux règles telles qu'elles existent déjà. Il faut globalement... En fait, en gros, du coup, vous allez avoir du RN de la gauche et de la droite, mais genre Poutou, qui ne sera plus là, on rappelle. Hein. Mais un Poutou n'a pas sa place dans l'équité, par exemple. Pour moi, le plus gros obstacle à une union sans LFI, c'est le rapport de force. Le PS va se sentir trop fort et va tout vouloir tirer à lui. C'est évident. Oui, bien sûr. D'où mon étonnement de te voir imaginer Castet représenter tout ce beau monde avec le programme du NFP. J'ai pas dit que ce serait le cas. J'ai dit qu'est-ce que vous faites si vous avez 2 partis de gauche en 2027, Castet, Mélenchon. Qu'est-ce que vous faites? C'est pire que tout. Et en même temps, précisément parce que c'est pire que tout, comment le PS, Europe Écologie Les Verts et le PCF n'y penseraient pas? Si c'est le pire scénario pour LFI.
plus ton parti a de sièges, plus tu peux parler. C'est un peu l'idée. Et plus il a de moyens aussi. Mais souvent, plus il a de sièges, plus il a de moyens. Pire que tout, mais hautement improbable. C'est possible aussi. En fait, de toute façon, on est trop loin. On sait toujours pas exactement comment ça va se passer la présidentielle. On est encore loin. Pour l'instant, il y a les municipales. Mais en fait, je vous le dis comme je le pense. Les municipales, ça va être une redite des européennes. Tout le monde va partir divisé. Sauf dans les endroits où on n'a aucune chance de gagner, ou sauf dans les endroits où on peut pas faire les uns sans les autres. Mais dans la plupart des grandes villes de France, je pense que la gauche va essayer de bouffer la gauche. Je suis même pas sûr qu'il y ait de primaire. Je suis même pas sûr qu'il y ait de primaire. Enfin, pas de primaire ouverte en tout cas. Plutôt une primaire fermée telle qu'elle existe chez Europe Écologie Les Verts ou chez le PCF peut-être. Mais une primaire ouverte, ça m'étonnerait. Quoique. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dit hier qu'il ne se soumettrait pas au principe des primaires parce que ça faisait perdre tout le monde, mais que par contre, que si jamais il la faisait, il était sûr de la gagner. Parce que c'est la France Insoumise qui a le plus gros groupe, qui a le plus de militants, donc c'est sûr qu'il la gagnerait. J'étais en mode, bah, et du coup, le journaliste lui a dit, bah, du coup, pourquoi pas y aller? Au moins, ça mettrait un tampon sur la légitimité. Il dit, bah non, parce que après, on me demanderait comment je fais maintenant que tout le monde m'a trahi. Et que du coup, en gros, ça le fragiliserait. Bon. Ouais, mais Aurore Berger, enfin, de toute façon, les Aurore Berger, Yael Braun-Pivet, Gabriel Attal, etc., ils vont nous faire la même chose au centre. Ils veulent, eux aussi, chacun, avoir la chance de pouvoir remplacer Emmanuel Macron. Alors que moi, je pense que celui qui remplacerait Emmanuel Macron, soit n'existera pas. Qui a remplacé Giscard? Giscard? Pas très clair. Soit on le connaît pas vraiment. Dans tout ce merdier, bon. Ça va partir divisé dans beaucoup de coins, même quand c'est la droite qui a la mairie. Oui. Bah oui, mais bon, on va voir. Après, bon, rien n'est vendu, rien n'est sûr, mais les municipales, c'est un peu le nerf de la guerre, donc bon. Mais oui, une candidature unique ELV-PS, ça me paraît assez naturel. Moi, je l'ai répété plusieurs fois ici, je vous le répète, le parti le plus à droite du NFP, ce n'est pas le Parti Socialiste. C'est Europe Écologie Les Verts. Vraiment. Moi, vraiment, je n'en démords pas. Et même d'ailleurs, je vais même aller plus loin, le potentiel fasciste est plus important chez ELV que chez le PS. Pour une raison très simple, que j'ai déjà énoncée plusieurs fois, c'est qu'il y a une bonne partie des militants qui sont à fond sur des trucs de la nature sacrée, les appels à la nature, etc. Et entre l'appel à la nature et l'appel à la race pure, des fois, il y a juste un pas de côté, quoi. Un pas chassé. Et ELV, c'est aussi un agrégat de beaucoup de gens différents. Sandrine Rousseau, elle est encore à ELV, hein, effectivement, mais je me demande encore ce qu'elle y fout, hein, mais bon. Je pense que c'est la personne la plus à gauche que vous trouverez à ELV. Le potentiel fasciste, bah ça. Ce côté appel à la nature, ordre naturel des choses, etc. Qu'on trouve à fond comme terreau. C'est vraiment un terreau fertile des idées d'extrême droite et des idées faf. Ah, il y en a beaucoup chez LFI qui sont comme ça, parce qu'il y a beaucoup chez LFI des anciens militants de LV. Je sais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai déjà eu des discussions un peu longues, un peu pénibles, avec certains d'entre eux. Mais moi, je vous le redis, Mélenchon, bon, il passe sa vie à puter sur le PS parce qu'il en vient et parce qu'il les déteste tous, et parce qu'il a ses prophéties à accomplir. Mais ELV est plus à droite, tendanciellement, que le PS. Et d'ailleurs, aux dernières présidentielles, le programme de Yannick Jadot était plus à droite que le programme d'Anne Hidalgo. Mais vraiment. Genre vraiment. Yannick Jadot, avec son chèque mutuel, là, on va donner 500 € à tous les étudiants de France pour qu'ils puissent se soigner, plutôt que remettre en cause le système tel qu'il fonctionne et le système de mutuelles et la place des mutuelles. Ah bah putain, incroyable, grosse politique de gauche. On a hâte. C'est franchement Jadot, c'était du Macron de 2016 hein, ou 2015. Hein.
Et oui, le PCF hors Roussel est parfois le plus à gauche selon certains des sujets, je suis d'accord aussi. En fait, de toute façon, ça va dépendre des sujets et ça va dépendre des obédiences. Et c'est pour ça qu'il faut. Mais après, moi, le narratif de LFI, c'est les plus à gauche, les plus basés du NFP. Moi, je trouve que ça dépend vachement des sujets. Il y a des sujets sur lesquels je les trouve nuls. Sur l'énergie, je trouve que le PCF est meilleur, par exemple. Vraiment, j'ai pas du tout de. Vraiment. Je trouve qu'Europe Écologie Les Verts est ok sur tous les sujets, mais très bon dans aucun. Par exemple. Vraiment. Et le PS, toujours un peu compliqué de savoir. Bon. Poutou, c'est le plus à gauche du NFP. Ouais, Poutou, maintenant, il est libraire. Hein. Bah, Tondelier, elle a une bonne aura. Tondelier, elle a une bonne aura à gauche. Même si j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense de beaucoup de sujets. Après, ELV ont toujours eu un peu une position consensuelle en mode ni de droite ni de gauche, et je pense que maintenant ils sont ni de droite ni de gauche au sein de la gauche. Mais bon. Bof 1 sur l'écologie, je les mettrais pas en OK, bof à la limite. Sur l'écologie, je les mettrais en OK, parce que des fois ils sont bons sur les comment dire, j'allais dire sur les constats, mais ils sont bons sur les constats, mais ils sont très mauvais sur les implications de ce constat et sur les origines qui nous ont mené à ce constat. Je sais pas si c'est très clair. Il y a des sujets sur lesquels je suis d'accord avec eux. Genre en mode, oui d'accord, bon, faut plus de ci, faut plus de ça. Sur le pourquoi, oui mais est-ce que c'est plus naturel? Non, au bout d'un moment, c'est pas un argument, ça c'est plus naturel. Arrêtez. Et ce qui est marrant, c'est que l'électorat de ELV est celui qui est le plus poreux avec LFI. Enfin, l'électorat de LFI qui est le plus poreux, c'est avec ELV. Aujourd'hui, parce que de toute façon, Mélenchon, il a pris tout ce qu'il a à apprendre au PS, il a pris tout ce qu'il a à apprendre au PCF, donc il lui reste encore des gens à apprendre à ELV. Alors que c'est le parti, pour moi, encore une fois, le plus à droite. Mais par contre, c'est un parti où il y a une sociologie commune, c'est-à-dire c'est plutôt des citadins, c'est plutôt des gens qui ont du pouvoir d'achat, c'est plutôt des bourgeois de gauche, qui est quand même l'une des cibles aujourd'hui électorales de la France insoumise. En tout cas, le discours auquel une bonne partie, puis c'est le profil des cadres aussi, hein, de LFI. Donc je pense que ça s'explique aussi comme ça. Bon après, ça se reconfigure en permanence, donc faut voir où est-ce qu'on va, quoi. ELV, globalement, c'est bien installé dans les grandes villes, ça va compter en 2026. Après, LFI cible les villes actuellement dirigées par ELV. Hein. Ils veulent Lyon, ils veulent Grenoble, ils veulent Montpellier. Je crois que Montpellier, c'est les Verts. Ils veulent Montpellier. Rennes, il y a discussion pour avoir une union LFI ELV locale. Je sais pas où ça va mener. J'en ai aucune idée. Savoir qu'en termes de circonscription de législative, Rennes c'est moitié LFI, moitié PS. Je crois. Après. Montpellier c'est peut-être un gars du PS. Ouais. Ou Strasbourg. Ouais, Strasbourg peut-être. J'aime pas les écologistes en France. Moi pas trop non plus. Et je vais pas vous mentir. Mais donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais bon, après là on parle. En fait, c'est juste que à partir de cette rentrée politique, faut vous dire que là les enjeux électoraux vont devenir très forts parce que c'est cet hiver qu'on vote au municipal. Alors c'est cet hiver de 2026, dans le sens où c'est en mars, mais c'est bientôt. C'est dans moins de 6 mois. Non, c'est pas dans moins de 6 mois, c'est dans 6 mois. On devra se positionner pour les municipales. Donc là, beaucoup de choses vont se passer aussi en fonction de ces enjeux électoraux-là, puisque des municipales vont très largement dépendre les présidentielles qui seront juste un an derrière. En fait, il y a même un monde où les résultats des municipales propulsent et lancent les principales candidatures à l'élection présidentielle de 2027. Et là, on va en bouffer, pendant un an, on va en bouffer tout le temps. Voilà.
Après, il y a peut-être un monde aussi où ça veut y aller au rapport de force pour à la fin finir par s'unir. Hein. C'est possible aussi. On espère. Bah après, la stratégie de la France Insoumise, c'est de gagner une partie des villes et municipales. C'est l'idée. Hein. Et bon. Après, moi, je suis pas concerné ici. Ça va être une liste unique dans mon village. Mais bon. Il y a un monde où Rachel Dati se présente en étant maire de Paris. Putain, j'avoue. Dans mon patelin, le municipal ressemble beaucoup au présidentiel. On a toujours un candidat de merde qui dit ce sera pas comme avant, ça attire, donc il est élu, mais il fait que de la merde. Bon, après, je suis dans un bled. Hein. Moi, il y a moins de 2000 habitants ici, donc la question, elle se pose pas du tout de la même façon qu'à beaucoup d'endroits. Mais moi, je vais quand même essayer. Je vais leur demander de voir s'il y a moyen d'être au conseil quand même. J'aimerais bien être au conseil. Puis alors là, je vous ferai le inside. Hein. Je vous ferai l'intérieur. Je vous expliquerai c'est quoi les décisions, comment dire, sur lesquelles on vote, etc. C'est un peu l'idée aussi, hein. Moi, c'est l'idée, hein. Moi, vous savez, je pense qu'il faut partir de la base. C'est peut-être mon côté anarchiste, hein. Je pense qu'il faut partir de la base, hein. Comme Lénine, il disait, hein, c'est bien de choper la tête de l'État, mais il faut aussi choper tout. Faut qu'on soit à la tête de toutes les organisations, quelles qu'elles soient. Hein. JLM, il devrait voir que c'est la fois de trop pour lui et demander aux militants de voter sans candidature pour la nouvelle tête du parti. Clémence Guettet, de toute façon, il n'y aura pas de vote. Voilà. Clémence Guettet est élue. Bah, de toute façon, déjà, il y en a deux. Il y a Guettet et Bompard hein, qui sont dans les starting blocks. Moi, mon hypothèse, que alors là, encore, les insoumis vont encore me détester, mais le jour où Guettet sera vraiment prête, on lui coupera la tête. Je pense. Il faut pas prendre trop de galons. En fait, d'ailleurs, dans le narratif de Mélenchon, qu'il a dit hier, il a dit que dès l'instant qu'il s'était mis en retrait, en gros, ses principaux soutiens s'étaient lancés dans la querelle de coq pour savoir qui allait prendre sa place. Donc, il ciblait Autain et Ruffin. Et je pense que tu peux être très proche, mais tu peux pas être devant. C'est pas possible. Il a pas dit de non, mais c'est clairement ce qu'il voulait dire. C'est clairement ce qu'il voulait dire. Quand Jean-Luc Mélenchon s'en ira, ils s'entretueront. Beaucoup de lignes de divergence verront le jour. Des divergences et beaucoup de lignes, peut-être, mais je suis pas sûr qu'ils s'entretueront. Très honnêtement, je suis pas vraiment sûr qu'ils s'entretueront. Après, oui, c'est un parti personnel et très très incarné, donc quand tu retires l'incarnant, que reste-t-il? C'est le problème qu'a eu le mouvement de Giscard, c'est le problème que va avoir le mouvement de Macron, c'est le problème qu'aura le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, c'est évident. Après, tout n'est pas rédhibitoire non plus. Après, c'est aussi dans la logique, hein, enfin, des fois c'est plus facile de reconstruire quelque chose à côté que d'hériter de quelque chose qui est très très chargé en histoire. Ça, je pense que c'est pas vraiment un problème. Jean-Luc Mélenchon n'est pas éternel, il devra passer la main. Trump s'est fait élire à quel âge, là? Vous savez, on peut retourner tard, hein. 79 ans. Bon. 78. Mais il a 79 ans. Là. Il va sur les 80, là. Ils ont pas le même âge. Mélenchon est un peu plus jeune. Je crois que Mélenchon a l'âge de Netanyahou, un truc comme ça. Mélenchon, il a 74 ans. Mélenchon, on peut l'avoir jusqu'en 2032. Si la santé, ça va.
Après, aux USA, c'est 4 ans. Peu importe. Il a l'âge de Poutine et de Xi Jinping. Ah ouais, quand je vous dis qu'on est dans une société de vieux, on est aussi dans une société de vieux, y compris les gens qui nous incarnent à gauche. Hein. Le positionnement façon la meute est un peu biaisé par l'acharnement médiatique et le fait que beaucoup de figures de la FI sont issues de la société civile avec peu d'expérience politique. L'idée de se serrer le rang est aussi là, à mon avis. Alors, pardon, je t'arrête là-dessus, mais beaucoup de figures de la FI ne sont pas issues de la société civile. Enfin, plus aujourd'hui, plus vraiment. C'est vraiment des gens qui ont été formés aussi en interne. Des gens comme Guettet. Mais non, en fait, c'est pas vrai. Des gens comme même Bernalicis, comme Guiraud, c'est des gens qui étaient déjà là. En fait, tu parles de qui? Parce que Caroline Fiat qui est déjà plus là, ou Rachel Keke qui est déjà plus là, oui, ça a été le cas. Louis Boyard, effectivement, qui est arrivé avec un mouvement, le mouvement étudiant. D'accord. Mais en fait, la plupart des lieutenants aujourd'hui de la France Insoumise sont des gens qui étaient déjà là avant. Des gens qui étaient déjà au l'OPS pour certains, ou des gens qui étaient au PG. Des gens ils étaient quasiment tous au PG même d'ailleurs, sauf Antoine Léaumont peut-être qui était à la base un proche du MoDem, mais qui est là aussi qui est un proche de Jean-Luc Mélenchon depuis 10 ans maintenant. C'est pas des gens issus de la société civile, les députés actuels. Enfin les députés. Il y en a certains, oui. Genre si vous me parlez de Béranger, c'est quoi Béranger Vernon, là, le cheminot, je sais plus c'est Vernon, c'est Béranger son prénom. Oui, par exemple, ça va être vrai. Si vous parlez de je sais pas quel député de votre circo, peut-être oui, mais si on parle de la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt pas vrai. En tout cas, c'est beaucoup des profils, c'est des gens qui étaient beaucoup d'anciens militants ou des gens qui ont passé leur vie, une vie de militantisme. Ouais, vous parlez de Delogu. Mais bon, Delogu, là, il est un peu pétricard. C'est pas... Il vient de la CGT, et puis surtout, il a gagné une circo qu'il aurait jamais dû gagner. Ça fait partie de ce genre de personnes où c'est vraiment cool qu'ils soient là, mais tu sens que c'est des gens, ils ont été mis là parce qu'en fait, on était sûr qu'ils allaient pas gagner, ou que c'était vraiment compliqué pour eux. Et vous savez que je suis contre la notion de mérite, pour autant, ce sont ceux qui méritent le plus, quelque part, parce que eux, ils ont pas été parachutés dans une circo imperdable. Eux, ils sont allés faire... Souvent, ils avaient un boulot avant, ils vont faire une campagne de terrain, ils gagnent à pas grand-chose, et ils apportent des thématiques nouvelles. Il est très bon sur la question des transports, évidemment. Il en vient. Par exemple. Ça, c'est cool. Ça, c'est des gens dont j'aimerais les entendre plus souvent. Mais le mérite n'existe pas, effectivement. Mais c'est des gens que j'aimerais entendre beaucoup, beaucoup plus souvent. Ça fait partie des gens que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Ça fait partie des gens que j'aime vraiment beaucoup. Peut-être parce qu'ils ressemblent un peu à mon daron, avec 20 ans de moins. Mais c'est le genre de profil, moi, que j'apprécie vraiment. Donc j'aimerais vraiment les avoir plus, quoi, les voir plus. Et ouais, ils resteront peut-être pas longtemps, comme Caroline Fiat ou comme Rachel Keke, quoi. Ça, c'est un peu terrible. Ils sont que de passage, ils apportent beaucoup, mais ils sont peut-être pas voués à rester, quoi. Ça, c'est évident. Après, quand j'entends société civile, on n'a pas tant besoin de gens issus de la société civile que de gens issus du prolétariat. Les macronistes, quasiment tous les députés macronistes à la base étaient issus de la société civile, pour beaucoup. Mais c'était des médecins, des chirurgiens, des DIRCAB, j'en sais rien, c'était que des CSP+. Donc société civile, oui, mais laquelle société civile? Abou Mongolie a été porte-parole du gouvernement socialiste quand c'était Manuel Valls le Premier ministre. Ça, je le sais, parce qu'il y a une belle déclaration d'elle que j'ai hésité à ressortir pour ma prochaine vidéo, où elle défend justement le gouvernement et elle tape sur les frondeurs. Ouais, elle est clairement, elle était au PS avant. Et elle avait des fonctions au PS il y a 10 ans. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Ça, c'est sûr. Ça fait au moins 10 ans qu'elle en est. Après, je sais pas d'où elle vient. Mais bon. Je sais pas comment ça peut se passer si Jean-Luc Mélenchon désigne un successeur même dans les cadres du parti. Après, dès l'instant qu'il sera plus là, ce sera plus lui qui décide en fait, hein, de toute façon. Il peut décider, vous savez, vous pouvez décider de tout ce que vous voulez. Quand vous n'êtes plus là, c'est plus vous qui décidez. Genre,
Il est vraiment vieux. Oui, il est vieux. Je connais que Carl Olive qui était maire de mémoire avant d'être élu député macroniste. Mais c'est vrai que les autres, non. Ouais, ou alors après, je compte pas ceux qui sont ralliés au macronisme, qui étaient déjà au PS, par exemple, ou même à ELV, hein, comme de Rugy. Je compte pas ces gens-là. Hein. Mais ouais, il y a beaucoup de députés qui venaient du privé et qui d'ailleurs sont retournés dans le privé depuis. Et d'ailleurs, c'est un autre problème, c'est qu'en fait, pour beaucoup de gens, genre typiquement pour moi, le député de 2017 à macroniste, c'est un gars qui était cadre dans le tertiaire, qui est venu rajouter 3 lignes sur le CV et qui retourne dans le tertiaire ensuite pour vendre ses services et ses conseils et ses secrets d'État à la société qui lui offre 8 plaques par mois. Mais vous parlez de Castaner, mais Djebari aussi, par exemple. Djebari, devenu conseiller d'une société de transport privée alors qu'il a été ministre des Transports. Par exemple. Moi, je pense à Brune Poirson. Elle est où, Brune Poirson? C'est quoi sa vie à Brune Poirson? Brune Poirson apparaît beaucoup dans ma vidéo qui sera diffusée en compteur. Il y a beaucoup de Brune Poirson dans cette vidéo. Parce que Brune Poirson, elle a fait des vidéos avec Enjoy Phoenix, et elle a fait le grand débatton chez Acropolis, où elle sort, où elle a quasiment un discours anticapitaliste. C'est un truc de fou. Alors que la meuf, elle était secrétaire d'État sous Macron, hein, au développement durable. Qu'est-ce qu'elle fait, par exemple, elle, aujourd'hui? Brune Poirson. Brune Poirson, aujourd'hui, elle est directrice du développement durable chez Accor. Avec Nicolas Sarkozy. Ben oui! Elle qui nous a sorti qu'on est arrivé à la fin d'un certain modèle capitaliste. Elle sortait ça sur Backseat quand même. Enfin, pas sur Backseat, au grand débatton. Bah oui, bah allez! Hein? Apparemment, elle a quasiment jamais siégé et qu'elle était vraiment là pour la ligne sur le CV, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Bon. Ouais, faut bien vivre. Faut bien vivre. Ouais, de Rugy aussi. Après, de Rugy, il était déjà à droite. De Rugy, j'avais quand même écrit un bouquin qui s'appelle... Alors, je vais vous sortir le titre exact. Dans ma tête, c'est entre socialisme et écologie, il faut choisir, mais c'est peut-être un autre titre de Rugy. Il avait sorti un bouquin comme ça, là. Écologie ou gauchisme, il faut choisir. Ah, c'est encore mieux. C'est encore mieux comme titre. C'est incroyable, ce titre. Écologie ou gauchisme, il faut choisir. On est en 2015, hein. Il va quand même faire les primaires de la gauche juste après, hein. Incroyable, ce titre. Incroyable. Donc, il y avait déjà des germes, hein, voilà. Il y avait déjà quelque chose, hein. Que voulez-vous, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut savoir que il a une famille, la famille Goulet de Rugy, qui a un blason. Voilà. D'azur au lion d'or, grimpant une fontaine d'argent, c'est son blason. Voilà. PS, le panier de crabe. De Rugy ne vient pas du PS. De Rugy vient d'Europe Écologie Les Verts. Si je peux me permettre. Donc, si je peux me permettre, hein, vraiment. Hein. Je sais que tous ceux que vous détestez, que vous pensez qu'ils sont partis chez Macron, étaient du PS, mais non. Et non. Tous n'en étaient pas. Tous n'en étaient pas. Il y avait aussi des gens d'Europe Écologie Les Verts. Il n'y a pas eu de LFI, ceci dit. Non, mais après, LFI, de toute façon, ils ont trop peu de cadres qui auraient pu aller... Puis, de toute façon, enfin, t'as pas d'intérêt. Enfin, je pense que de toute façon, là, quand tu t'engages en tant que militant LFI, déjà, tu t'engages pas pour avoir une mairie, parce que t'en as quand même pas beaucoup, et tu t'engages pas non plus pour avoir un poste à l'Assemblée, parce que avant le NFP... Enfin, en 2017, le Front de Gauche, ils avaient 7 députés. Et dans les 7, il y avait du PCF. Hein. 7 ou 8.
Donc évidemment, quand t'avais fait ce choix-là et que t'avais fait cette direction-là, c'était pas pour aller rejoindre Macron. Hein. De toute façon, c'est pas... Enfin... Juste pour dire que c'est pas des collabos. Mais c'est même pas que c'est pas une question de collabos, c'est qu'il y a une question de masse critique. Il y a des gens qui ont quitté LFI depuis, hein, mais si tu vas aller rejoindre Macron, et puis surtout à l'époque, en 2017, quand ils étaient 3 dans un bureau. Pompili aussi, ouais, bien sûr. Il y a des LFI qui ont été jusqu'au RN. Il y en a un, non? Chikirou, elle était pas UMP, elle avait demandé l'investiture à l'UMP pour une circonscription à Paris, oui. Kotarak. Parce qu'après, il y en a qui sont partis chez les souverainistes un peu faf, genre les Kuzmanovic mentaux, là. Mais qui était, Kuzmanovic, qui a été, je crois, jusqu'en 2019, conseiller international d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon. Il est resté quand même très longtemps. C'est fou comme les traîtres de la primaire de la gauche 2017 s'en sont pas trop mal sortis. Bah si, ils s'en sont mal sortis de ouf. De Rugy, il est plus là. Manuel Valls, lui, il a réussi à revenir. Sinon, la plupart... Bailey, il est où? Je sais pas. Bailey, il y était en 2017. Hein. Governatori, où il est? Après, c'est pas vraiment un traître, mais c'est un gars de la primaire. Je sais pas où il est, Governatori. J'ai plus la liste, hein. J'ai plus la liste exacte, mais... Payon, pour le coup, lui, de toute façon, il n'était pas sur la ligne... me semble-t-il, il n'était pas sur la ligne du tout Macron. Hein. Aucun d'eux n'est de gauche. Aucun d'entre eux n'est de gauche. Ah, je suis pas d'accord. Benoît Hamon est de gauche, quand même. Par exemple, bon... Après, il va falloir me définir ce que c'est d'être de gauche, mais... Quand même. Même Payon, hein. Même Payon, en vrai, il y a Pierre Bougre, hein. Franchement, il y a Montebourg aussi, il y a pire que Montebourg, hein. Bon, en vrai, ça fait déjà la moitié, hein. Et Benamias. Il n'y a pas Governatori, et Benamias. Se dire de gauche parce qu'il y a pire. Non mais sinon, bah dis-moi, ce qu'est le critère objectif pour dire que ce sont de gauche ou pas. Mais Arnaud Montebourg, il y a plein de sujets sur lesquels je suis d'accord avec lui, hein. Je suis désolé, hein. Vraiment, Montebourg, tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il fallait consommer français à l'époque où tout le monde pensait mondialisation. Lui, son truc, c'était qu'il fallait relocaliser l'industrie. Il était à fond sur ce truc de faut relocaliser l'industrie. C'est pour ça qu'il était sur la ligne souverainiste, disait-on à l'époque. Qui était une ligne qui était héritée du non au traité européen. Qui était une ligne très très compatible avec le front de gauche de l'époque. Vraiment très très compatible. Merci Caspinia pour le prime. Bah Montebourg, franchement ça va. Merci Swag Lord Johnny pour le prime. Ils ont quoi de gauche concrètement? Non mais c'est toi qui me dis qu'ils sont pas de gauche, fais-moi la liste de pourquoi ils le sont pas. Mais si tu décides que Montebourg par exemple il est à droite, mais que Mélenchon il est à gauche, mais du coup Mélenchon il était où en 2012? Ces gens-là étaient à peu près d'accord sur tout. Enfin d'accord sur tout, d'accord sur l'essentiel du programme qu'ils défendaient à l'époque. L'un au PS et l'autre au front de gauche, mais sur la question de l'industrie, le positionnement vis-à-vis le positionnement international, c'était globalement le même. Donc bon. Qui c'est qui s'associe à ce terrain? Montebourg il s'associe à ce terrain? Bah là c'est la dérive. Hein. C'est la dérive. Sonneforget, ancien député, passé du PS à LREM puis à Reconquête. Et ensuite à transitionner, tout à fait. Faudrait peut-être juger sur les actes et pas sur les pseudo-positionnements pour se dire de gauche. Ouais, mais bon, alors après, si on commence à faire la liste, c'est compliqué. Après, bon, effectivement, plus vous allez aller vers la droite de la gauche, plus ça va être difficile et contestable.
Mais vous savez, il y a plein de gens qui considèrent que Jean-Luc Mélenchon n'est pas de gauche, parce que Jean-Luc Mélenchon peut des fois soutenir des causes impérialistes. Qui dit impérialiste dit capitaliste, qui dit capitaliste dit de droite, blablabla. Bla, bla, bla. C'est des discours que vous pouvez avoir avec des gens, des communistes libertaires, des anarchistes, qui eux se considèrent étant la vraie gauche, même certains communistes. Bon. Où est-ce qu'on... En fait, c'est une vraie question. C'est où est-ce qu'on tire le trait, où est-ce qu'on met la ligne. Voilà. Et voilà. Ça, mais oui, mais ça, c'est du blabla. Mais c'est du blabla qui est important. Il y a les trans sont forgés. Oui. Tout à fait. Montebourg est venu bosser dans le resto où je bossais. Grosse merde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? Je suis à peu près sûr qu'on pourrait faire le constat avec beaucoup de gens, beaucoup d'hommes politiques y compris parmi ceux que vous adorez. Je suis pas sûr que ce soit... ça peut... Ben, toi, c'est ton expérience personnelle, mais je suis pas sûr que ce soit un critère très objectif. Mais bon. Être de gauche égale avoir un programme de gauche. Non. Non. Non, je suis même pas d'accord. Non. François Hollande s'est fait élire sur un programme de gauche. Quand même, tendanciellement. Bon. Il a fait une politique de droite, quand même. Poutou a bien été accusé de se droitiser. Ouais. En fait, avoir un programme, ça... Vous savez, il y a plein de gens, par exemple, c'est pareil, il y a plein de gens, plein d'influenceurs que vous adorez, qui défendent des lignes de gauche, qui n'appliquent pas dans la vie privée, quoi. Genre vraiment, bah du coup, ce qui sont vraiment de gauche. Compliqué. Après, c'est un débat que je trouve pas très intéressant, en réalité. Hein. Savoir qui est de gauche, qui ne l'est pas, au plus profond de soi, on sait pas comme si on allait faire... c'est pas comme si on allait rentrer dans le cerveau des gens pour regarder s'ils sont vraiment cohérents avec les idées qu'on est censé vouloir défendre. C'est après, de toute façon, la politique telle qu'elle existe aujourd'hui, et notamment dans un régime représentatif qui sacralise une élection comme l'élection présidentielle et qui fait du coup l'élection d'un seul homme, ça a toujours été un homme pour l'instant, d'un seul homme, le moment le plus important d'une tranche de 5 années... c'est en fait ce qu'on demande, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi, parce qu'en fait, une fois qu'il a les clés de la baraque, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, bon. Et avoir des actions de gauche, bah oui, c'est quoi? Parce qu'en même temps, bah, quand t'as pas de mandat et t'as pas de force militante, des fois, bah, c'est compliqué aussi de pouvoir vraiment définir c'est quoi faire des actions militantes de gauche. Bon, c'est compliqué, je pense que c'est pas très intéressant d'entrer dans ce débat, en réalité. Là, tout de suite, en tout cas, sur les différents profils qui composent la primaire de la gauche en 2017. Hein. C'était quand même il y a 10 ans, bientôt. Bon. Si on est capable de définir leurs orientations, ça évite pas mal de propagande. Alors moi, je trouve que c'est bien de s'exposer à la propagande, y compris des gens qu'on n'aime pas, ça c'est un vrai truc. Ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Des fois, je reçois encore des messages en mode « Ouais, tu suis quand même telle personnalité politique sur Insta ou sur Blue Sky, quand même, moi je te pensais de gauche. » Bah oui, bon, au bout d'un moment, si j'ai envie de savoir ce qui se dit en face, faut quand même que je puisse me renseigner, quoi. Enfin, ça me paraît important, tu vois. Enfin, genre, donc ça, c'est une chose. Et ensuite, tu ne pourras jamais vraiment savoir. Tu ne pourras jamais vraiment savoir. Enfin, je sais pas... J'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'y exposer, mais en fait... Bon, de toute façon, bon, peu importe, écoutez. Hein. Ah non, mais être accusé de soutenir parce qu'on s'y intéresse, quelle pauvreté de réflexion, mais vous avez pas idée. Hein. Et c'est monnaie courante. C'est monnaie courante, et surtout, il y a beaucoup de gens, on va glisser sur un autre truc, je vais pas forcément avoir trop le temps, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent, même d'ailleurs, que aussitôt t'es complice, parce qu'aussitôt, suivre, c'est cautionner, et surtout, c'est cautionner y compris des choses dont tu n'es pas au courant.
Mais comment toi, tu ne pourrais ne pas l'être? Et moi, ça me l'a fait récemment pour il y a un humoriste que je suivais sur Instagram, et comme je scroll des fois pendant 1 heure du matin dans le lit, il y a des gens que j'aime bien, je me mets à suivre, tu vois. Et on m'envoie un DM en mode oui, quand même, tu suis telle personne, alors que telle personne a fait une story pour dire que ce mec est une ordure. Presque en mode je dois m'expliquer. On me parle d'un gars, je savais même pas qui c'était, je savais même pas que je le suivais, j'étais même pas au courant. Genre vraiment. Et penser que je sais qu'il a des histoires, c'était Nino Arial, la personne, qui est un humoriste visiblement, que je connais pas particulièrement. Et en fait, et du coup, penser que je sais qu'il y aurait des histoires de lui vis-à-vis d'une meuf qui en a parlé en story, une meuf que je ne suis pas, etc. Je suis en mode, mais au bout d'un moment, tout le monde ne sait pas tout, quoi. Surtout quand tu fais des vrais trucs dans ta journée, quoi. Vraiment. Moi, ça fait 3 mois que je vais plus du tout ni sur Blue Sky ni sur Twitter. Genre, plus du tout. Donc, en plus, tu vois, aucune idée de ce qui s'y passe. Genre, vraiment, j'y vais que pour des trucs très précis quand j'ai besoin de chercher des informations très précises. Ah non, mais plus du tout sur Blue Sky. Blue Sky, c'est devenir pire. Pour moi, Blue Sky, c'est presque devenu pire que Twitter. Hein. Si c'est pour voir. Non, j'y vais plus du tout. Non, vraiment. Une fois par mois, j'achète 3-4 journaux écrits pour faire le point sur l'actu. Dans le lot, il y a le Figaro et l'Huma. Ah ouais, c'est grand écart. Pourquoi? Bah parce que c'est un enfer. C'est un enfer. Voilà. C'est un enfer. Ça te semble moins violent? Moi, je trouve que le niveau de violence a été rattrapé assez vite. L'effet bulle de filtre, je vais réussir à le dire, est plus important sur Blue Sky, avec les systèmes de liste de blocage, le fait que t'aies pas les gens qui puissent payer pour que leur post apparaisse chez les gens qui ne suivent pas, etc. Mais globalement, bon, c'est pas fou, hein. Avant qu'on se sépare, chers amis, puisque moi j'ai des trucs à faire ce soir, bougez pas.